Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Je suis Alexia Nagulo, attachée de presse au CNRS. Je travaille avec Véronique, avec qui vous avez dû échanger par email. Et j'ai le plaisir de vous présenter les scientifiques présents aujourd'hui qui pourront répondre à vos questions. Nous allons commencer cette conférence de presse avec une introduction de Pascale Fabre, directrice de recherche au CNRS et directrice du groupement de recherche Polymères et Océans. Puis la parole sera à François Galgani, responsable du centre éphémère de Bastia, pour un tour d'horizon sur la présence du plastique dans les océans. Julien Gigot, chargé de recherche au CNRS, nous parlera du cas particulier des nanoplastiques. Ika Polpon, chargé de recherche au CNRS également, nous expliquera comment les débris plastiques servent de vecteurs aux contaminants. Stéphane Bruzo, professeur à l'Université Bretagne-Sud, parlera des polymères biosourcés et ou biodégradables. Et enfin, Fabienne Lagarde, maîtresse de conférence à Le Mans Université, prononcera quelques mots de conclusion. Ils seront rejoints ensuite par Mathieu Georges, maître de conférence à l'Université de Montpellier, et Guillaume Duflot, chercheur à l'ANSES, pour répondre également aux questions. Je précise que cette conférence de presse est enregistrée. Le replay sera disponible en ligne à l'issue de la conférence de presse. Pour poser vos questions, vous avez un espace dédié à droite de votre écran. Merci de bien préciser votre nom média et puis si vous ciblez en particulier un chercheur, précisez son nom pour qu'il puisse répondre à vos questions à la fin de la conférence de presse. Voilà, et les réponses seront apportées après les présentations, donc vous pouvez commencer dès maintenant à les poser. Je vais faire descendre de scène les intervenants pour laisser la parole à Pascale. Merci à tous, à tout à l'heure. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, avant que mes collègues vous présentent quelques résultats scientifiques marquants que nous avons dans ce réseau, je vais vous dire quelques mots sur le contexte de la pollution plastique et puis donner quelques informations sur ce qu'est ce réseau et ce qu'il fait. Donc, la première chose peut-être utile, c'est de définir ce qu'est un plastique. Et en fait, un plastique est constitué à 95% du matériau qu'on appelle un polymère, qui sont des grandes chaînes composées de petites molécules attachées les unes aux autres et qu'on aime bien se représenter comme un plat de spaghettis. On voit bien les spaghettis qui s'en mêlent, même un petit peu collants, ce qui nous donne une idée des propriétés mécaniques d'un matériau plastique. Mais en fait, une autre composante très importante des plastiques, c'est le fait qu'il y a des additifs qui sont en quantité faible, moins de 5%, qui peuvent être des colorants, des retardateurs de flamme, des antioxydants. Et ces additifs sont importants à considérer dans le cadre de la pollution, puisque ça peut être des phthalates, des perturbateurs endocriniens. Alors, la pollution plastique vient en premier lieu des propriétés extrêmement intéressantes des matériaux plastiques. Ça présente de nombreux bénéfices, un plastique. C'est versatile en termes d'application, c'est léger, c'est durable et c'est peu cher. Et du coup, il y a une production exponentielle depuis les années 50. Je pense que tout le monde sait ce qu'est une croissance exponentielle depuis le Covid. Et en fait, cette pollution, c'est une équation simple qu'on pourrait résumer en disant qu'une production exponentielle, une grande durabilité et une gestion peu optimale des déchets, eh bien, ça conduit à cette pollution dans l'environnement. Alors, que faisons-nous dans ce GDR qui considère donc, comme son titre l'indique, le devenir et les impacts des plastiques dans le milieu aquatique? Et on a parlé pendant longtemps des macro-déchets, des sacs, des couverts. Et depuis peu, on entend plus parler des microplastiques, qui sont donc ces macrodéchets qui se sont fragmentés en objets plus petits, typiquement la taille du millimètre. Et depuis encore plus récemment, on parle des nanoplastiques, et nous allons vous en parler dans la suite, qui sont des particules encore plus petites et qui, comme ce sont des nanoparticules, pourraient être potentiellement plus toxiques encore.
Donc, nous nous intéressons à ce que font ces plastiques, ce qu'ils deviennent dans l'environnement, dans les rivières d'une part, où ils sont déjà fragmentés en petits plastiques, et puis dans l'océan, où vont-ils, comment sont-ils emportés par les courants marins, et aussi, comme vous le voyez sur cette diapositive, comment interagissent-ils avec les organismes qu'il y a dans l'océan, et donc quels sont leurs impacts. Également, que se passe-t-il avec les additifs qui sont présents dans ces plastiques? Alors, quelques mots maintenant du réseau lui-même. C'est un réseau qui a été créé en 2019 par le CNRS avec le soutien de l'ANSES et de l'IFREMER et qui est constitué d'une soixantaine de laboratoires, ce qui fait à peu près 250 chercheurs. Et comme vous l'avez peut-être compris, c'est un réseau qui est très pluridisciplinaire et c'est une de ses spécificités. En effet, les disciplines que nous abordons vont de l'océanographie à la chimie, à la biologie et même aux sciences sociales. En fait, bien que nous travaillons tous sur la pollution plastique, nous faisons un métier légèrement différent les uns des autres. Et un biologiste, par exemple, et un chimiste peuvent vraiment profiter d'une interaction parce qu'un biologiste connaîtra très bien les organismes marins et un chimiste pourra lui dire tout ce qu'il a besoin de savoir sur un matériau plastique. Et donc, cette nécessité de se fédérer sur ce sujet complexe vraiment s'est faite jour et ce besoin de générer des connaissances qui soient interdisciplinaires autour de ces enjeux. Donc, c'est la raison pour laquelle ce réseau a été créé. Et en fait, il a deux missions principales, même si ici, il y en a plusieurs qui sont représentées. La première, j'en ai déjà un peu parlé, c'est l'idée de fédérer la recherche française et de nous permettre de créer de nouvelles collaborations dans des champs disciplinaires qui ne sont pas les nôtres. Ça a aussi l'intérêt que ça augmente la visibilité de la communauté française, ce qui d'ailleurs se manifeste par des collaborations internationales au niveau du GDR. Cette fédération, on la réalise en réalisant des événements comme celui qui a lieu en ce moment à Pau, enfin en ligne, et qui nous permet de nous rencontrer. Nous organisons aussi des échanges d'étudiants entre laboratoires de différentes disciplines pour qu'ils se forment à d'autres compétences que les leurs. Voilà, ce sont deux exemples de ce que nous faisons en pratique. Et enfin, il a aussi une mission envers la société civile à cause de l'importance sociétale du sujet. Donc, il constitue un pool d'experts qui sont disponibles, bien identifiés, qui sont crédibles et donc qui peuvent servir de relation avec les différents acteurs, que ce soit les politiques, les médias, les ONG, toutes sortes de décideurs ou de gens qui ont besoin de réponses à leurs questions. Un exemple des actions que nous menons de ce type, c'est la création d'un groupe de travail avec le ministère de la Transition écologique qui est récent et où nous examinons ensemble les verrous scientifiques actuels pour peut-être définir des programmes de recherche et également pour voir dans quel domaine nous avons besoin d'augmenter les données scientifiques et les connaissances afin de pouvoir mettre en place, par exemple, de nouvelles réglementations ou des politiques publiques. Je termine simplement en vous mettant le nom des membres du comité de direction et du conseil scientifique qui est collégial et qui représente relativement bien toutes les disciplines qui sont à l'heure actuelle dans le GDR et qui contient des membres de tous les organismes qui sont en soutien de ce réseau. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Pascal. On vous retrouvera tout à l'heure pour les questions. On va faire monter sur scène donc François Galgani, qui est responsable du centre éphémère de Bastia, pour un tour d'horizon sur la présence du plastique dans les océans. François. Vous m'entendez ? Oui, bonjour, oui, vous m'entendez ? C'est bon, là c'est bon. Bien. Merci, bonjour à tous, très heureux de participer à cet événement. Donc ce que j'ai essayé de faire de mon côté, c'est résumer un petit peu la situation sur les aspects, disons, océanographiques, ou en tout cas pour ce qui concerne la partie vraiment marine.
je dirais que on commence à connaître un petit peu les quantités de plastique qui arrivent en mer. Donc, c'est de l'ordre de 10 millions de tonnes. C'est en cours de réévaluation. Il y a tout un ensemble d'articles qui parlent des mesures et de quelle manière ça pourrait baisser dans les années à venir. Donc, c'est un véritable problème de gestion. On sait que les pays du sud-est asiatique sont ceux qui fournissent le plus de déchets à l'océan, si j'ose dire, mais également dans certaines autres régions du monde, comme le sud de la Méditerranée, il y a des problèmes de gestion des résidus. Et donc, parmi les raisons, c'est une des raisons les plus importantes qui fait que la Méditerranée est la mer la plus touchée. Je crois que c'est important de le citer parce que c'est une situation qui est assez particulière à cause de la population. 30% du trafic maritime qui y passe. C'est la première destination touristique dans le monde. Il y a des grands fleuves comme le Nil, par exemple. Et donc, c'est une situation qui est très particulière, mais ce n'est pas propre à la Méditerranée. Le problème de la pollution plastique, ça existe également dans l'Atlantique Nord-Est, notamment le long des côtes françaises. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, simplement on est à des densités parfois sur les fonds, je vous montrerai des images tout à l'heure, qui sont supérieures à 1 million de déchets par kilomètre carré, ce qui peut être, extrême, si j'ose dire. Alors, comment ça se passe en termes de pollution? Le plastique, ça représente à peu près 80% des déchets en mer, et dans ces plastiques, les emballages représentent à peu près la moitié. Donc, in fine, on arrive à 30-40% de la pollution par les déchets marins qui est constituée par des emballages. C'est une des raisons pour laquelle les mesures actuelles de la Commission européenne et leur transposition dans la loi française concernent, les emballages les plastiques à usage unique, parce que ce sont typiquement le genre de déchets qu'on trouve en mer. Alors, des sources, elles sont très diverses. Très souvent, ça vient des fleuves, ça vient également des gens directement. C'est très difficile à évaluer, c'est très difficile également à gérer. On a également les containers, par exemple. On a des pertes de plastique, des microplastiques, ce qu'on appelle primaires, qui servent normalement à la constitution des plastiques lors du transport. Tout un ensemble de problèmes liés aux sources. Et ce qui est important de retenir, c'est que c'est le pourcentage important et la part des emballages. Alors, une fois qu'ils sont en mer, en fait, voilà, tout un ensemble de cycles, de modèles et autres. On ne va pas rentrer dans le détail, mais disons qu'on les retrouve dans tous les compartiments, y compris en Antarctique, dans les plus grands fonds. Évidemment, des concentrations qui sont moindres, mais ils sont présents. Il y a des processus de transport comme ça sur des milliers de kilomètres, avec tout un ensemble de conséquences. Vous avez des images, par exemple, en bas à gauche, c'est du chalutage en Méditerranée française. Vous avez une plage de la rive sud au milieu des illustrations en haut. Et dans certains cas, des situations qui sont extrêmes, par exemple les cotons-tiges sur les rives de la Seine, tout à fait en bas au milieu, ou bien les mégots qui représentent parfois 40% des déchets qu'on trouve sur les plages. Alors, si vous allez en mer, vous mettez un petit chalut à la surface, ce qu'on appelle un filet, en général manta, parce que ça a la forme d'une raie manta, pour qu'il flotte. Vous allez avoir, au bout d'un certain temps, une demi-heure, 1 heure, dans des collecteurs, vous voyez l'image qui est en haut, tout un ensemble de petites particules qui sont issues de la dégradation. Alors, il y a des spécialistes qui vont en parler tout à l'heure, mais si on regarde au microscope, vous allez voir que c'est un inventaire, à l'après-vert, de tout un ensemble de choses, des granules industriels, des fibres, des morceaux, des fragments de toutes couleurs et autres. Et ça représente, un problème, parce que d'abord, on ne le maîtrise pas, et en plus, il y a tout un ensemble d'impacts qui seront également décrits par ailleurs. Ce qu'on sait, c'est qu'ils circulent en mer, ils vont s'accumuler dans certaines zones qu'on appelle les zones de convergence pour les spécialistes, que les ONG ont parfois appelé des continents de plastique parce que les densités sont importantes. C'est vrai d'un point de vue physique, mais en termes environnementaux, ce n'est pas le problème majeur, puisque certaines zones, comme la Méditerranée, je disais tout à l'heure, sont quand même beaucoup plus touchées, et c'est là qu'il faut probablement intervenir. Alors, il y a des différences régionales, il y a plusieurs exemples. Vous prenez la diapositive qui est en bas à droite. Vous voyez par exemple que tous les déchets qui viennent d'Europe sont envoyés au milieu de l'Atlantique et arrivent sur la côte occidentale de l'océan Atlantique pour être repris par la circulation générale et dans les zones de convergence. Ça, c'est typiquement une situation liée à un transport sur de longues distances. Ça existe également dans le cas du Pacifique. On a des animations, donc je ne sais pas si je peux la voir, l'animation concernant la circulation en Méditerranée. Ça, c'est le travail des modélisateurs qui sont capables maintenant de prévoir un petit peu, là où ils vont aller et comment ils peuvent s'échouer. Et puis, hop, par contre, là, je n'ai plus la diapositive. Voilà. Et vous avez, par exemple, en haut à gauche, les échouages de plastique sur le littoral, et vous voyez que certaines zones, comme le bassin oriental, sont particulièrement touchées pour des raisons, d'infrastructures de traitement des eaux qui sont inexistantes, le fleuve Nive, la circulation maritime importante au sortir du canal de Suez, toutes ces raisons ensemble font que on a des zones comme ça qui sont particulièrement touchées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des impacts non plus, parce qu'il y a des spécialistes qui vont en parler tout à l'heure, mais ce que je voudrais dire, c'est que
l'étranglement des organismes marins dans les gros déchets, c'est un des impacts les plus importants. L'ingestion des déchets par les organismes, des gros déchets plastiques ou même des microplastiques par les organismes, c'est aussi un problème important. Le transport des espèces sur de longues distances, par exemple après le tsunami, c'est quasiment 300 espèces qui sont arrivées sur les côtes nord-américaines. C'est la première fois dans l'histoire du monde vivant qu'on a des apports massifs, une véritable arche de Noé d'espèces comme ça qui arrivent, qui circulent d'un continent à l'autre. Parfois, ces espèces peuvent être pathogènes et autres. Il y a les impacts économiques pour la pêche, par exemple, pour la navigation, les risques de collision, c'est plusieurs centaines par an. L'impact sur la santé, on a depuis peu maintenant des arrivées massives de granulés plastiques sur les plages. Donc, c'est plus des marées noires ou des marées vertes, mais c'est des marées blanches. Et donc, il y a tout un ensemble d'impacts, si vous voulez, qui font que ça représente des coûts pour la société. Pour l'Europe, c'est de l'ordre de 260 millions d'euros et tout un ensemble de problèmes de gestion qui sont posés. Voilà. Ces solutions, malheureusement, elles sont diverses. D'abord parce que le problème est complexe. Il y a autant de sources que de personnes, puisque chacun, à un moment ou à un autre, est susceptible de laisser partir un morceau de plastique dans la nature. On essaye de récupérer ça au niveau des estuaires. Je vais laisser peut-être parler le professeur Bruzo des problèmes de recyclage et de dégradabilité et autres, parce que c'est des solutions qui sont, apparaissent comme très importantes. Mais par contre, pour le nettoyage en mer, il faut savoir que ça ne se justifie uniquement que lorsqu'il y a un intérêt à récupérer. Si par exemple vous allez chercher des filets de pêche qui peuvent être réparés, recyclés ou réutilisés, là ça vaut le coup d'aller chercher. La valeur elle peut être indirecte. Une plage on peut la nettoyer non pas parce que les déchets récoltés ont de la valeur, mais parce que la plage retrouve sa valeur patrimoniale. Donc c'est une valeur indirecte et c'est la seule manière, si vous voulez, de justifier le nettoyage, parce que sinon ça serait beaucoup trop cher. En aucun cas on ne pourra nettoyer le fond des océans. Voilà. Alors, il reste quelques questions d'ordre scientifique pour la partie océanographique, puisque les autres parties seront traitées par mes collègues. On essaye de trouver des méthodes simples, automatiques, qui permettent d'avoir des dosages à grande échelle et d'engranger énormément de données. On travaille sur des nouveaux indicateurs, par exemple, les morceaux de plastique qu'on trouve dans les nids d'oiseaux, ça, il y en a de plus en plus. Et dans certaines régions, 100% des nids ont des morceaux de plastique, sont constitués avec des morceaux de plastique parfois. L'épuration dans les stations d'épuration, c'est un vrai problème pour les microplastiques. Et puis, on a également donc l'évaluation des risques et tout un ensemble de questions, si vous voulez, sur le devenir en mer. Alors, voilà des liens que je vous propose, si vous voulez, pour des informations complémentaires, notamment ce qui vient de l'IFREMER, puis un travail qui a été fait en collaboration avec l'ensemble des membres du comité scientifique. Si on pouvait passer les images, s'il vous plaît, du fond, pour bien comprendre la situation, ce que je voudrais, c'est que vous ayez à l'esprit la situation telle qu'elle est réellement. Là, on est à 2200 mètres de fond, on est à 8 km au large de la Côte d'Azur, 8 km au large, c'est dans un canyon, ce n'est pas une situation qui est permanente, mais systématiquement, quand on plonge, ce sont des situations qu'on trouve de manière très commune, si vous voulez, et donc ça, c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est un espèce de tapis dont on a soulevé, on a soulevé le tapis pour mettre toute la poussière, c'est un petit peu comme ça qu'il faut percevoir la pollution plastique, même si en surface, elle est présente, au fond de la mer, si vous voulez, et pour des centaines d'années, vous avez des plastiques qui s'accumulent. Voilà, je vous remercie, et puis je laisse la parole à mes collègues. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci beaucoup François. On va faire monter Julien Guigaud. Je vous fais descendre François. Merci, à tout à l'heure pour les questions. Donc, on va faire monter sur scène Julien Gigot, chargé de recherche au CNRS, qui nous parlera du cas particulier des nanoplastiques. Véronique, si tu peux faire monter Julien. Voilà, parfait. C'est quand vous voulez, Julien. Votre micro est coupé, par contre, encore. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je suis donc chercheur CNRS dans un laboratoire du CNRS au Canada, à Québec, qui travaille principalement sur les écosystèmes arctiques. Donc, mes travaux portent principalement sur les nanoparticules de plastique et tout ce qui est un comportement qui est propre à l'échelle nanométrique. Donc, par rapport au microplastique que François vous a présenté, le nanoplastique, lui, ne flotte pas, ne coule pas, il fait partie intégrante donc de la dispersion aqueuse. Il n'est soumis qu'à sa propre diffusion et au mouvement d'eau. De par sa petite taille, il va avoir une grosse capacité
une grosse capacité à interagir avec son environnement et principalement les contaminants. Donc on appelle souvent comme un super vecteur de contaminants. C'est une de ses principales applications pour le biomédical, hein. On l'utilise comme un transporteur de médicaments pour des nouvelles thérapies. Dans le cas du plastique, donc, on a montré que le nanoplastique se dégrade de la source jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le nanoplastique n'est pas le produit final de la dégradation, mais un produit qui va être largué au cours du temps de la dégradation du plastique. Contrairement au microplastique, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'identifier dans la colonne d'eau, et surtout, on ne peut pas l'enlever. Il fait partie intégrante du système, et donc il est important de pouvoir identifier sa présence et de voir quelles sont les perturbations qu'il va causer localement et à grande échelle. Donc pour cela, on développe plusieurs outils analytiques dédiés pour aller justement tracer ces nanoparticules plastiques dans l'environnement. À l'heure actuelle, on en a trouvé dans des sols, sur des plages, dans l'océan et dans des rivières. Donc, il est encore difficile de pouvoir les quantifier. On ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas quelle est la proportion. Ce que l'on sait, c'est que sur la base de calcul, si on estime que uniquement 3% des microplastiques se dégradent en particules allant de 10 à 1000 nanomètres, on a une surface totale aux alentours de 1800 millions de kilomètres carrés. Donc c'est beaucoup plus que les microplastiques. Mais à l'heure actuelle, on est toujours en train d'avancer ces technologies pour pouvoir les caractériser et également pour mieux comprendre leur impact sur le vivant. Donc là, j'ai juste mis une petite illustration d'un projet qu'on a eu, un projet ANR qui porte sur la Guadeloupe, qui a une particularité, c'est que la côte est de la Guadeloupe est exposée au gire Atlantique Nord. Donc on reçoit des flux de plastique constants. Donc on allait caractériser les eaux et dans ce système et les plages, et on a retrouvé, donc on a réussi à extraire et à caractériser des milliards et milliards de nanoplastiques. Là, c'est une image de microscopie électronique que vous observez, et vous voyez que les petits bouts, notés 2 et 3, et il y en a un petit ici également, sont des nanoplastiques. Donc ils ont une structure très asymétrique, très, très inhomogène, et cette forme et cette taille vont leur conférer des propriétés de diffusion extraordinaires. Ils vont pouvoir traverser les barrières biologiques, traverser les différents compartiments environnementaux sans avoir aucun obstacle à leur transport et comportement. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, il y a Ika qui vous présentera justement l'aspect transport de contaminants. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour en discuter. Merci. Merci beaucoup, Julien. À tout à l'heure pour les questions. Véronique, pardon, si tu peux faire venir Ika. Bonjour. Bonjour, donc Ika Paul-Pont va prendre la parole maintenant. Elle est chargée de recherche au CNRS pour nous expliquer comment les débris plastiques servent de vecteurs aux contaminants. Je vous laisse la parole, Ika. Merci. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais en effet vous parler de plastique vecteur de contaminants et plus largement quelle toxicité, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur la toxicité des débris plastiques pour les organismes marins. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les macroplastiques, donc les gros déchets plastiques pour lesquels c'est assez bien connu et très bien médiatisé. Hein. Donc, on a effectivement des effets sur la macrofaune qui sont dus principalement à des étranglements, des piégeages ou des blessures. Je vais plutôt m'intéresser à une pollution, une contamination qui est beaucoup plus insidieuse donc par les microplastiques, puisqu'elle concerne donc toute la colonne d'eau, hein, de la surface jusqu'au fond, et du fait de leur petite taille, ils vont être efficacement ingérés par toute la chaîne alimentaire marine, hein, des plus petits organismes zooplanctoniques, jusqu'aux plus gros mammifères marins, en passant par les invertébrés et les poissons. Donc, on a vraiment une ingestion très efficace de ces débris plastiques, de ces micro-débris plastiques, par toute la chaîne alimentaire marine.
Une fois qu'ils sont ingérés, les équipes du GDR qui travaillent sur ces aspects s'intéressent au devenir de ces particules, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'elles ont été avalées. Alors on voit 3 destins, elles peuvent être accumulées dans le système digestif. C'est le cas plutôt des gros déchets plastiques. Elles peuvent être transloquées, c'est-à-dire passer la barrière digestive et aller se loger dans d'autres organes comme le foie ou le rein ou le cerveau. Donc ça, on voit plutôt ça par rapport aux nanoplastiques, donc les toutes petites particules qui passent très facilement les barrières biologiques. Ou alors, elles peuvent être excrétées, c'est-à-dire c'est un simple transit. Le débris plastique, le microplastique va être ingéré, puis il va être relargué dans les excréments. Finalement, ce qu'on voit en laboratoire, c'est que quel que soit le devenir de cette particule, on voit des effets toxiques associés qui sont liés à la fois à des interactions physiques, donc vraiment la présence physique de la particule au niveau des appendices respiratoires et des appendices nutritionnels, donc des voies digestives, mais aussi à une toxicité chimique qui est liée en fait au cocktail de molécules chimiques qui sont associées au plastique. Alors il y a 2 grands types de molécules chimiques qui sont associées aux débris plastiques. Le premier, c'est finalement tous les contaminants qui vont être déjà présents dans le milieu marin, dans le milieu environnant, et qui vont s'absorber de manière très importante sur les microplastiques, puisque les microplastiques, c'est des matériaux qui sont hydrophobes, donc qui on va dire, repoussent l'eau, et qui vont avoir la capacité, comme des éponges, à absorber de manière très importante les contaminants présents dans l'eau. Alors, par exemple, ça peut être des hydrocarbures, des pesticides, des métaux et des composés perfluorés, j'en passe. Finalement, tous les contaminants plutôt hydrophobes qui vont être présents dans le milieu marin vont pouvoir s'absorber sur ces plastiques et on observe des différences très très grandes, jusqu'à 1 million de fois plus de contaminants sur des débris plastiques que dans l'eau de mer environnante. Donc, il y a cette capacité à absorber des contaminants est très très forte. Et l'autre volet de cette toxicité chimique est lié à la présence des additifs plastiques, donc ce dont a parlé Pascal au tout début. Donc ce sont des molécules chimiques qui sont incorporées au moment de la confection des matériaux plastiques pour leur conférer des propriétés de résistance mécanique, d'isolant électrique, etc. Et ces additifs plastiques, ça concerne de très nombreuses molécules. Alors, on parle du Thousand Unknown, c'est des milliers de molécules pour lesquelles on a très peu de données sur leur identité et donc encore moins sur leur toxicité. Les plus connus pour le grand public sont évidemment les phtalates et les bisphénols A qui ont déjà montré des phénomènes de toxicité très fortes. Finalement, tout ce cocktail de contaminants, il va pouvoir être relargué des microplastiques dans le milieu environnant, c'est-à-dire dans l'eau de mer, mais aussi dans le système digestif des organismes, où il y a des conditions de pH et de température qui vont favoriser la désorption, c'est-à-dire le relargage de ces contaminants, que ce soit les contaminants environnementaux ou les additifs. On parle dans ce cas-là de toxicité chimique. En laboratoire, ici, j'ai synthétisé un petit peu les principaux résultats observés par les équipes du GDR qui s'intéressent à ces aspects. Que ce soit du fait d'interactions physiques ou de toxicité chimique, les effets les plus souvent répertoriés vont être une perturbation de la capacité des animaux à se nourrir, du fait de perturbations digestives qui vont être liées alors ou à des blocages, des obstructions, des altérations du système digestif, des phénomènes d'accumulation aussi qui induisent des phénomènes de satiété, mais aussi une modification, alors on appelle ça une dysbiose, une modification, un impact des débris plastiques sur le microbiote intestinal, qui, vous savez, est très important sur notre capacité à assimiler les nutriments liés à notre nourriture. Donc des phénomènes, encore une fois, physiques ou des effets indirects sur le microbiote intestinal. Ces effets sur la capacité des animaux à assimiler la nourriture va avoir des conséquences sur le métabolisme de manière générale, notamment sur la mise en réserve de l'énergie. Un animal qui va avoir des difficultés à assimiler la nourriture va extraire moins d'énergie de cette nourriture-là. Et ça peut avoir en cascade des effets sur notamment l'apparition de stress oxydant ou des dommages en membrane qui peuvent en conséquence avoir des effets sur les grands traits sur les grandes fonctions vitales comme les défenses immunitaires, la croissance, la reproduction. Il y a aussi des études plus récentes qui ont montré des changements de comportement. Alors ça, c'était des études qui ont été conduites avec une exposition à des nanoplastiques d'une part et à des additifs plastiques d'autre part, et qui ont montré chez des modèles gastéropodes et poissons une modification du comportement, c'est-à-dire du temps passé aux activités de prédation et de l'exploration chez des organismes soumis à ces contaminants, donc des effets non négligeables.
La difficulté qu'on a, et ça a été évoqué par François, c'est vraiment la très grande diversité de particules auxquelles on a affaire et qui est finalement rassemblée sous ce terme très générique de microplastique. En fait, c'est une très grande diversité de particules qui diffèrent en termes de nature de polymère, de contenu en additif, de forme, de taille, de couleur, de contaminants environnementaux, etc. Et on a vraiment ça correspond à une grande priorité de recherche à l'heure actuelle dans le GDR. On va dire, durant les années passées, on a beaucoup utilisé des microplastiques modèles pour comprendre les mécanismes de toxicité. Et on va dire, ça fait 2-3 ans il y a vraiment un shift et on utilise des matériaux qui sont beaucoup plus environnementaux pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment en milieu marin dans l'environnement réel. Les priorités de recherche, très rapidement, pour pas prendre trop de temps, ça concerne, pour nous, biologistes et écotoxicologues, la compréhension du cycle du plastique dans l'environnement. Il y a encore de nombreux inconnus sur le cycle du plastique, et notamment sur les quantités, notamment pour les petites fractions, donc inférieures à 10 microns, et aussi pour les nanoplastiques, pour lesquels on n'a pas encore de mesure de quantité du fait de contraintes analytiques. On a aussi besoin d'appréhender ça plus à l'échelle de l'écosystème avec des études en mésocosme, intégrer cette notion d'exposome, c'est-à-dire intégrer la diversité des espèces qui vivent dans un écosystème et intégrer aussi les autres sources de stress pour ces organismes, notamment l'augmentation de la température, l'acidification de nos océans, mais pas que. C'est vraiment la prise en compte de cette notion d'exposome, c'est une des priorités de recherche des équipes du GDR, mais aussi des équipes à l'international. Enfin, je finirai par un autre volet des impacts écosystémiques liés aux débris plastiques qui concerne ce qu'on appelle la plastisphère. En fait, la plastisphère, c'est tous les micro-organismes qui vont coloniser très très rapidement les débris plastiques une fois qu'ils sont arrivés dans l'environnement. Alors ça peut être des bactéries, des champignons, des protozoaires, des virus, des algues, pour les organismes microscopiques, mais on distingue aussi des plus gros organismes comme des invertébrés, des crustacés, etc. Pour illustrer ces propos, ici, je vous ai mis des observations en microscopie à balayage de débris plastiques en polyéthylène, polypropylène et PVC qui ont été incubés en rade de Brest pendant quelques semaines à quelques mois. Et vous pouvez voir que c'est vraiment une grande diversité de micro-organismes qui viennent coloniser ces débris plastiques. Donc, on a vraiment une nouvelle niche écologique très, très riche en vie qui va coloniser ces débris plastiques. Alors là, on peut lancer le film si Véronique, tu as la main, sinon on peut rester sur cette diapo. En fait, pourquoi ça pose problème? De tout temps, tout substrat marin a été colonisé par des micro-organismes, mais en fait, à l'inverse des débris organiques comme le bois, les algues, les noix de coco, qui vont finalement être dégradés très rapidement, les microplastiques, eux, sont très durables dans le temps. Ils vont rester pendant des décennies, voire plus dans les océans. Et donc, ils vont avoir une capacité de transporter ces espèces sur des échelles de temps et d'espace qui sont considérables. Alors, je laisse passer cette animation-là. Donc, à l'inverse par exemple, d'un tronc d'arbre qui allait d'un point A à un point B, les microplastiques, ils sont extrêmement nombreux, plus de 5000 milliards de particules à la surface des océans, et très durables dans le temps, c'est-à-dire qu'ils vont transporter ces espèces sur très longues échelles de temps et d'espace. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'introduction d'espèces invasives et nuisibles, donc l'introduction de nouvelles espèces dans des écosystèmes où ils n'existaient pas avant. Je veux bien qu'on reprenne la présentation. Et sur le transport d'espèces pathogènes, c'est-à-dire d'espèces qui sont responsables de maladies. Donc cet axe de recherche-là sur ces impacts-là liés à la colonisation des débris plastiques, c'est relativement récent. En 2013, il y avait le premier papier qui identifiait des communautés bactériennes distinctes sur ces plastiques. Donc, c'était la première notion de plastisphère. Et puis, au fur et à mesure des années, on a détecté des espèces de bactéries potentiellement pathogènes qui sont très souvent associées aux débris plastiques, notamment le genre Vibrio, qui est un genre bactérien qui contient des espèces à la fois pathogènes pour l'homme, comme Vibrio cholerae, mais aussi des espèces pathogènes pour les animaux marins. De manière plus récente, on s'intéresse aussi au phénomène de virulence, c'est-à-dire au-delà de détecter la présence ou l'absence de micro-organismes pathogènes, on essaye de comprendre quelle virulence, est-ce qu'ils sont toujours viables et infectieux, et est-ce qu'ils sont capables d'engendrer des maladies lorsque les débris plastiques, par exemple, vont être ingérés ou vont être exposés à d'autres organismes marins.
Et enfin, et je finirai là-dessus, de manière encore plus récente, donc ça date de travaux de 2019, on identifie aussi des phénomènes de résistance aux antibiotiques dans les biofilms associés au plastique. Et donc, il y a aussi une question qui se pose sur le rôle des débris plastiques et des microplastiques comme vecteurs de ces phénomènes de résistance multiple aux antibiotiques. Donc, voilà, j'en ai fini pour cette présentation et je serais ravie de répondre à des questions. Je vous remercie. Merci Ika. On vous retrouve effectivement tout à l'heure pour les questions. Donc je vais faire monter sur scène Stéphane Bruzo, qui est, professeur à l'Université Bretagne Sud, qui nous parlera des polymères biosourcés et ou biodégradables. Stéphane, je vous laisse la parole. Merci, à tout à l'heure. Merci Alessiane, bonjour à tous. Merci d'être là. Effectivement, je suis professeur, enseignant-chercheur à l'Université Bretagne Sud et je vais dire quelques mots sur les polymères biosourcés et ou biodégradables. Je tiens au et ou. Pourquoi? Parce que vous connaissez sûrement tous ce qu'on appelle communément des bioplastiques. Vous voyez que j'ai indiqué entre guillemets, mais c'est un terme qui est assez confus puisqu'il peut aussi bien se rapporter à la matière première qui a permis la production de ces bioplastiques-là, mais aussi à sa fin de vie. Donc, de sorte qu'on va distinguer en fait 3 catégories de bioplastiques, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, aussi bien en français qu'en anglais, parce qu'on n'a pas trouvé mieux encore, mais c'est vrai qu'il est utile de préciser que certains bioplastiques peuvent être biosourcés sans être biodégradables. C'est la partie en haut à gauche de la figure, donc fabriqués à partir de matières renouvelables issues de la biomasse. On sait aujourd'hui fabriquer des polyéthylènes biosourcés, des PET biosourcés, des polyamides biosourcés, sans qu'ils ne soient biodégradables. Dans la partie en bas à droite du slide, on sait aussi fabriquer, on trouve commercialement des bioplastiques qui sont biodégradables, mais qui ne sont pas biosourcés, c'est-à-dire obtenus à partir de ressources pétrochimiques. C'est ce qu'on indique en bas avec les acronymes PBAT ou PCL. Et puis, il y a une 3e catégorie de bioplastiques en haut à droite, qui sont des bioplastiques qui vont être à la fois biosourcés, obtenus à partir de ressources issues de la biomasse, mais aussi considérés comme biodégradables, indiqués par les acronymes PLA, PHA, PBS ou des mélanges à base d'amidon. Starch, c'est amidon en anglais. Alors bien sûr, ces appellations sont néanmoins contrôlées et encadrées par des normes, aussi bien l'aspect biosourcé, vous voyez que le logo en haut du slide, OK Bio-Based, donc il y a des mesures qui sont faites pour évaluer la teneur en carbone biosourcé, qui n'est pas forcément totale, on peut trouver, certains grands industriels développent des PET dits biosourcés qui ne sont que biosourcés à hauteur de 25 ou 30% seulement en carbone, donc une partie seulement du carbone peut être biosourcée et l'autre pas. Et puis, c'est aussi la même problématique pour la fin de vie, pour la biodégradation, qui est aussi encadrée par diverses normes, selon les environnements, évidemment, dans lesquels ils sont testés. Ça peut être du compost homme, compost domestique, ça peut être du compost industriel, ça peut être du milieu marin, ça peut être de l'eau, ça peut être effectivement tout un tas d'environnements spécifiques à chacune des normes testées. Alors, ce qui est intéressant dans le cas des bioplastiques, à la fois biosourcés et biodégradables, c'est qu'on est sur un cycle du carbone, mais un cycle du carbone biologique, c'est-à-dire sur un cycle court, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se mettre en œuvre et se remettre en œuvre, en fait, très souvent et sur une période de temps très courte par rapport à moi, ce que j'appelle le carbone géochimique issu du pétrole qui a été formé il y a des millions, voire des dizaines de millions d'années dans les sous-couches de l'écorce terrestre. Ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on est à faire des bioplastiques biosourcés et biodégradables, c'est qu'on est sur le cycle biologique de carbone, du carbone qui se renouvelle selon un cycle court en temps. Alors, j'invite tout le monde aussi à faire attention parce que c'est un secteur très dynamique qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de discussions, voire de polémiques. Alors, attention effectivement à tous ces effets de buzz, de greenwashing. Donc, c'est un secteur, c'est vrai, qui demande un certain nombre de compétences, de connaissances. C'est pas facile à appréhender pour les non-initiés, mais j'invite néanmoins tout le monde à la prudence dès lors qu'on parle de bioplastique. Alors, pour parler de la matière première, je parlais de biomasse. Quelles sont les ressources issues de la biomasse utilisées pour fabriquer aujourd'hui des plastiques biosourcés? Alors, historiquement, on a commencé par des biomasses dites de première génération, vous l'avez sur le slide, qui sont directement en concurrence, c'est vrai, parce que ce sont là aussi souvent des critiques que l'on peut faire aux plastiques biosourcés, donc des ressources qui sont en concurrence avec l'alimentaire, les divers sucres, des amidons, des huiles végétales. Alors aujourd'hui, il faut reconnaître que presque tous les plastiques biosourcés commercialement disponibles sont fabriqués à partir de ressources issues de biomasse de première génération parce que c'est aussi des procédés qui ont mis du temps
à être mis au point, à être optimisés, développés, commercialisés. Donc, des études qui ont démarré il y a 10-15 ans, mais néanmoins, de plus en plus, on se dirige vers des ressources issues de la 2e génération, voire de la 3e génération. On en est encore au stade, on va dire, de la recherche ou de la R&D sur ces ressources-là, mais en tous les cas, l'objectif à terme, c'est d'utiliser des ressources qui ne soient plus en concurrence avec les ressources alimentaires, des ressources du bois, par exemple, ou d'huile végétale non comestible, et a fortiori, des ressources de 3e génération qui non seulement ne sont pas en concurrence avec des ressources issues de l'alimentaire, mais qui sont en plus cultivables hors sol, donc ne rentrent pas non plus en compétition avec l'occupation des terres arables et qui peuvent donner effectivement quelques phénomènes de déforestation, par exemple, pour pousser justement au développement de ces matières-là. Donc des recherches qui essaient de se placer non seulement sur un plan environnemental les plus responsables qui soient, mais aussi sur un plan éthique. Quelques mots maintenant sur la fin de vie des plastiques. Aujourd'hui, un plastique en fin d'utilisation, en fin d'usage, s'il est traité, évidemment, s'il est collecté, que devient-il? Alors, il y a plusieurs filières aujourd'hui qui sont déjà en place et qui permettent de ce qu'on appelle valoriser des déchets plastiques. C'est la filière de l'incinération ou du recyclage mécanique, qu'on qualifie de filière de valorisation, puisque en fait, lorsqu'on va incinérer un déchet plastique, on va le brûler, on va récupérer l'énergie dégagée par la combustion pour la réutiliser dans d'autres secteurs industriels, ou la filière de la valorisation mécanique, valorisation de la matière, où on va recycler typiquement une bouteille plastique, par exemple en PET, qu'on va pouvoir recycler sous forme de fibres textiles. Donc ce sont deux filières qui sont réellement existantes et qu'il faut, à mon sens, absolument, évidemment, conforter, consolider et développer. Alors se développent depuis récemment aussi des filières autour du recyclage chimique et du recyclage enzymatique. On a aussi pas mal de communication, de communiqués de presse sur notamment le recyclage enzymatique très récemment. Alors, ça reste encore des filières aujourd'hui en développement, mais évidemment en aucun cas développées à une échelle, on va dire, à une plus grande échelle. Alors, ces 3 premières voies dites de valorisation sont à mon sens complémentaires. Il faut évidemment les pousser, les développer encore plus qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Néanmoins, elles ont toutes leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients, et à mon sens, aucune d'entre elles ne peut réellement constituer la solution, justement, pour répondre aux sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc, de nombreux déchets, pour diverses raisons, de nombreux déchets plastiques échappent à ces circuits, et d'où, évidemment, une émergence d'une filière autour des plastiques biodégradables ou compostables, évidemment, pour des plastiques qui ne seraient ni incinérables, ni recyclables, voire même ni collectables, par exemple. Alors, quelques idées ici sur la diapo de plastique biodégradable qu'on pourrait développer à bon escient. L'idée, en fait, qu'on essaie de faire partager aussi bien les universitaires que les partenaires industriels, c'est d'arriver à développer des polymères biodégradables pour des applications qui ont du sens. L'idée, ce n'est pas de rentrer en concurrence avec la filière du recyclage, par exemple. Quand on peut collecter et qu'on peut recycler, bien sûr qu'il faut persévérer dans la filière du recyclage. En revanche, pour des objets, des déchets qui ne sont pas collectés ou collectables ou qui présentent un risque très élevé de se retrouver dans l'environnement de manière accidentelle, volontaire, inéluctable, ben oui, on peut imaginer développer des plastiques biodégradables. Alors, je vous ai mis quelques applications plus précisément sur le slide. Je ne vais pas les commenter toutes pour gagner un petit peu de temps, mais on pourra y revenir sur la discussion. Et moi, effectivement, ce à quoi je suis attaché et ce à quoi tous les chercheurs du GDR sont attachés, c'est d'essayer d'innover en essayant d'inventer des nouveaux modèles, en fait, des nouveaux modèles qui vont être plus respectueux de l'environnement, qui vont être éthiquement responsables, tout en essayant de fabriquer, évidemment, des matériaux qui sont aussi performants, voire plus performants que les matériaux que l'on essaie de substituer. Donc, c'est les recherches autour des nouvelles matières premières dont j'ai parlé à l'instant, et c'est des recherches aussi sur la fin de vie et la capacité à se biodégrader de ces polymères-là dans des environnements donnés, sachant qu'aujourd'hui, on est aussi dans un contexte très favorable, puisque vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à l'horizon 2040, il y a un certain nombre de législations déjà actuelles en place depuis 2016 déjà, mais qui vont se décliner à différents niveaux en France ou en Europe jusqu'à 2040. Donc, il y a réellement, à mon sens, des opportunités qui sont réellement intéressantes pour développer ces matières-là dans les années qui viennent jusqu'en 2040. Alors voilà juste un slide pour vous montrer justement la capacité à se biodégrader de certains polymères que j'ai extraits de recherche au laboratoire, peu importe, où on a testé notamment des polymères qui s'appellent des PHA,
polyhydroxyalkanoate, peu importe l'acronyme, mais surtout ce qui est intéressant de constater sur des essais qui sont menés sur un processus normé, sur une norme européenne, une norme ISO que vous avez à l'écran, dans des sédiments marins à 25 degrés C, où on a évalué la biodégradation en fonction du temps. Alors, outre le fait que certains plastiques biodégradables ou considérés comme tels, comme le PLA ou le PBS, sont très peu biodégradables dans ces environnements-là. En revanche, le PLA est bien compostable en milieu de compost industriel. Attention aux environnements, évidemment. Mais en tous les cas, ce qu'on peut constater sur les PHA, par exemple, c'est qu'on a des niveaux de biodégradation qui sont extrêmement élevés, avec des vitesses qui sont extrêmement rapides. À titre de comparaison, par rapport à la cellulose, qui est considérée comme la référence en termes de biodégradation, la cellulose, c'est le constituant majoritaire qui sert à faire le papier, par exemple. Eh bien, vous voyez que ce type de polymère-là, ces PHA, ont une biodégradabilité qui est similaire, voire même supérieure à celle du papier. Donc aujourd'hui, on est capable de faire des polymères biodégradables dont la biodégradabilité est incontestable. Et enfin, pour terminer, parce que je trouve que c'est un message qui est assez porteur d'espoir et qui est très encourageant pour tous les industriels et chercheurs qui travaillent autour de ces thématiques, à savoir développer des alternatives vertueuses, aussi bien en termes de matières premières qu'en termes de fin de vie. Juste pour présenter cette diapo, qui est une diapo que j'ai sortie d'un rapport rédigé à la suite du Forum économique mondial qui s'était réuni à Davos en 2020 et qui avait fait un classement des technologies émergentes en 2019, un top 10 des technologies émergentes, et vous pouvez constater que dans ce top 10, en number one, étaient mentionnés les bioplastiques inclus dans une économie circulaire. Et vous voyez dans le texte, effectivement, il est indiqué que les plastiques biodégradables pouvaient offrir une solution très prometteuse, à condition, évidemment, de les inclure dans un processus, une réflexion d'économie circulaire qui utilise des ressources non en concurrence avec les ressources alimentaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve tout à l'heure pour les questions. On va faire monter sur scène Fabienne Lagarde, qui est maîtresse de conférence à Le Mans Université, pour quelques mots de conclusion. Alors, voilà. Fabienne, je vous laisse la parole. Merci, à tout à l'heure. Que vous m'entendez? On me demande de mettre à jour certains paramètres. C'est peut-être pas le moment. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, je vais essayer de fermer ça. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer de conclure, ce qui n'est pas forcément aisé avec tout ce que l'on a pu entendre. Donc, on sort là de 4 journées, enfin, on y est même encore dedans, je dirais, de 4 journées scientifiques qui regroupent une grande partie de la communauté française scientifique autour de la pollution plastique. Et vous avez eu quelques extraits là des choses qui ont été présentées, des résultats importants du domaine qui ont été obtenus ces dernières années, ces derniers mois même, je dirais. En conclusion, on voit qu'il reste quand même encore de nombreux verrous, de nombreuses questions scientifiques, et que nous avons vraiment la nécessité de continuer à travailler sur ce sujet et à mobiliser fortement cette communauté scientifique déjà nombreuse. On voit bien que parmi ces questions, il y a des recherches émergentes qui sont de grand intérêt et qui vont nécessiter nos efforts soutenus dans les années qui viennent, notamment sur les quantités de plastique, et dont on voit bien qu'elles ne sont pas seulement dans le milieu aquatique. On se rend compte à présent, les derniers résultats le montrent, qu'il y a aussi de ces microplastiques, de ces nanoplastiques probablement dans les sols, dans l'atmosphère, avec des concentrations qui restent encore à déterminer selon les tailles de particules. Beaucoup de questions encore se posent sur les impacts réels de cette pollution plastique à ces différentes échelles sur l'ensemble des écosystèmes. Ika Polpon vous en a parlé un peu, des questions sur le transport d'espèces, sur le fait que ces espèces transportées puissent être en plus nuisibles, invasives ou pathogènes. Et commence à émerger un sujet, je vois que certaines questions d'ailleurs portent là-dessus, sur les éventuels effets sur la santé humaine.
Donc, nous avons vu pendant ces journées scientifiques quelques premiers résultats extrêmement préliminaires parce que ce sont vraiment des domaines de recherche qui ont émergé là sur ces 2 ou 3 dernières années. Donc, on a encore assez peu d'informations, mais vous vous doutez bien que c'est important de chercher sur ces sujets-là. Et de nombreuses questions qui demeurent encore sur le cycle global de ce plastique dans l'environnement. Que devient-il à la fin? Comment évolue-t-il? Où s'accumule-t-il? Même si on commence à avoir des pistes, on voit par exemple, François Galgani l'a montré, qu'il y en avait beaucoup dans les fonds océaniques, mais on a encore du mal à savoir par exemple combien de temps ce plastique va être présent, sous quelle forme. Ce sont des questions qu'on nous pose souvent et sur lesquelles malheureusement on a encore assez peu de réponses. Une autre des conclusions de ces journées scientifiques, je crois, c'est que nous voyons bien qu'il reste important aussi d'impliquer la société sur ces sujets-là, d'informer. Il y a beaucoup de questions, c'est un sujet complexe, on parle de matériaux très divers. Stéphane Bruzo, par exemple, vient de dire attention, le mot bioplastique, biodégradable, bien définir, continuer à informer et travailler notre rôle, je crois, tous, de travailler aussi avec les décideurs. À ce sujet-là, par exemple, l'ensemble des scientifiques a été très impliqué dans la préparation d'un rapport qui a été présenté dernièrement à l'OPEX et qui a été fait par 2 parlementaires et qui parlait justement de cette pollution plastique. Et c'est vrai que c'est vraiment notre rôle de scientifique, je crois, de s'impliquer sur ces questions-là de plus en plus. Alors, vers où aller ? On l'a vu, les plastiques finalement sont présents maintenant en grande quantité, notamment dans le milieu océanique, puisque c'est le milieu qui a été le plus exploré jusqu'à présent. Et on voit bien qu'ils sont là, on soupçonne qu'ils sont là pour de très longues années. Donc, il n'est malheureusement plus possible de nettoyer les océans. Ils vont rester, mais donc, il faut absolument réussir à limiter les futures entrées. C'est vraiment l'enjeu aussi de nos recherches. Et je crois que nous sommes assez tous d'accord dans la communauté là-dessus. Une seule solution, une solution unique n'existe pas et ne suffira pas. Vous l'avez vu, les plastiques, c'est un ensemble de matériaux très différents, très diverses, avec des tailles différentes, avec des formes différentes. Et il va falloir tout un ensemble de solutions, au contraire. Et c'est l'articulation probablement et la stratégie d'articulation de toutes ces approches qui sera nécessaire si on veut améliorer la situation et diminuer cette pollution. Donc, pour nous, les plus importantes, c'est évidemment de diminuer les fuites de ces plastiques vers l'environnement. Et ça passera forcément par la réduction de certaines utilisations. Ça nous semble assez difficile de pouvoir diminuer les fuites tant qu'on va continuer à augmenter à cette vitesse-là la production des plastiques. Dans le même temps, les plastiques, nous en avons besoin. C'est un matériau, on ne l'a peut-être pas vraiment dit ici, mais c'est un matériau qui présente de très nombreux avantages. Et donc, forcément, il faut aussi apprendre à vivre avec ces plastiques, mais vivre autrement. Donc, c'est aussi améliorer la gestion de leur fin d'usage à travers des collectes mieux réalisées, notamment, alors peut-être en France, on est assez bon sur la collecte, mais il y a de nombreux pays sur lesquels c'est évidemment plus difficile. En travaillant aussi sur l'amélioration du recyclage lorsque c'est possible, à la fois économiquement et lorsque ça se justifie d'un point de vue environnemental, parce que de façon plus générale, sur ce sujet-là, il est extrêmement important de tenir compte du cycle global des matériaux plastiques pour évaluer leur impact environnemental de leur préparation, de leur synthèse, jusqu'à leur fin d'usage et jusqu'à leur fin de vie. Le recyclage peut être une réponse, mais pas toujours, parce que certains polymères, par exemple, vont générer une pollution si on cherche à les recycler. Globalement, vraiment les pistes qui nous paraissent les plus pertinentes, je dirais, au sein de la communauté scientifique, c'est de continuer, bien évidemment, nos efforts de recherche, et notamment sur des matériaux qui présenteraient moins d'impact. Et ça passera sans doute par une adaptation du matériau à son usage et à sa fin d'usage, c'est-à-dire penser la fin d'usage du matériau dès sa conception. Et c'est vraiment un changement,
je dirais, de façon de concevoir les matériaux sur lesquels il faut que l'on travaille tous, en particulier évidemment sur les plastiques. Mais c'est aussi, Stéphane Bruzo l'a un petit peu dit, penser à de nouveaux modèles, notamment économiques, vraiment travailler sur de l'économie circulaire et soutenir, au-delà de la recherche, bien sûr, financer la recherche, mais aussi soutenir le transfert et l'innovation vers ces nouveaux modèles, y compris économiques. Et je vois qu'il y a des questions qui émergent là sur les sciences humaines et sociales. C'est aussi quelque chose qui est important et que nous cherchons à promouvoir dans notre réseau. C'est une recherche encore plus interdisciplinaire en France, mais aussi à l'international, et notamment en essayant d'impliquer autour de nous, bien sûr, nous avons besoin de chimistes, de biologistes, mais aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales pour travailler sur ces nouveaux modèles, dont on voit bien que si on n'arrive pas à les créer, on ne sortira pas de ce problème. Sur le travail à l'international, par exemple, nous avons amorcé là tout un travail avec des Américains, donc un groupe franco-américain qui s'est constitué dans le cadre donc de notre réseau pour rassembler un panel de chercheurs français et américains, et nous commençons à explorer les différences de liens que nous avons, par exemple, avec les industriels de la plasturgie, notamment depuis la crise Covid. Et on voit des différences assez importantes de gestion de ces liens entre nos deux pays, des approches différentes. Et évidemment, nous continuerons, nous sommes tous impliqués dans la communauté scientifique et on considère que c'est notre rôle à sensibiliser le grand public et à informer tous les acteurs de la société. Il faut que nous nous impliquions plus avec les ONG, les médias, mais aussi les politiques. Il est important que toutes les décisions qui seront prises sur les plastiques soient associées, soient basées sur des faits scientifiques. Et ça nous paraît important parce qu'on n'a pas toujours l'impression que ce soit complètement le cas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Fabienne. On va passer aux questions et je vais faire revenir sur le devant de la scène tous les intervenants en commençant par Mathieu Georges, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier, et également Guillaume Duflot, qui ne devrait pas tarder à arriver aussi, qui est chercheur à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui pourront également répondre à vos questions. Je vais laisser la main à Mathieu s'il est arrivé, pas encore, qui a accepté de jouer les chefs d'orchestre pour la gestion des questions. Du coup, Mathieu, je vous laisse procéder. Votre micro est coupé. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Oui, très bien. Donc, effectivement, j'ai accepté d'essayer de distribuer les questions vers mes collègues parce que je les connais un peu et chez leur spécialité, donc c'est peut-être plus facile pour moi directement. Donc, il y a beaucoup de questions. Alors, on va essayer de reprendre un peu du démarrage. Donc, tout d'abord, on avait des questions d'Olivier Voiseux qui voulait un peu plus de renseignements sur la part des plastiques qui entrent dans les cours d'eau directement sous forme micro ou nano. Donc, Julien a répondu en partie en ligne. Et peut-être que François peut ajouter une réponse à ça concernant les microplastiques et les cours d'eau. Alors, en fait, 90% des microplastiques viennent de la dégradation. Ils sont dits secondaires. La dégradation, elle a lieu soit à terre, dans les sols par exemple, ou bien sur les berges, avant d'arriver dans les fleuves. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de plastique qui arrive à la mer sous forme de microplastiques directement. Par contre, on n'a pas les pourcentages, exacts de ce type. La majorité viennent sous forme de microplastiques. Il y a aussi une part importante de macros. Mais de toute façon, les macros, que ce soit dans les fleuves ou en mer, ils vont se dégrader après en micro. Ok, merci. J'en profite tant qu'on est dans les cours d'eau, puisqu'on nous demande également, Olivier Guichardas de Déchets Info, nous demande si les chercheurs du groupe valident l'information selon laquelle environ 90% des plastiques marins d'origine terrestre proviendraient de 10 fleuves. Donc François, je pense que pareil, tu peux répondre à cette question. Oui, je conteste en fait le chiffre. C'est vrai qu'il y a une partie importante qui vient d'un nombre réduit de fleuves,
les chiffres sont variables selon les articles. J'ai moi-même rencontré des spécialistes qui travaillent sur le Yangtze-Kiang, par exemple en Chine, qui est considéré comme le fleuve le plus important en termes d'apport. Les mesures réelles, effectivement, sont très, très, très différentes. Par contre, c'est vrai qu'un 2 millions de tonnes qui viennent des fleuves, je pense que c'est tout à fait possible, mais c'est probablement plusieurs dizaines de fleuves qui sont responsables des apports. Ok, merci. Du coup, je vais reprendre sur les questions d'Olivier Voiseux. Ça concerne maintenant plutôt la toxicité. Et peut-être que Julien, Ika et Guillaume peuvent y répondre. Alors, je vais prendre la première, qui était de savoir si les nanoplastiques étaient plus toxiques, étaient les plus toxiques des plastiques. Donc, peut-être, Julien, tu peux redire un mot, même si tu as répondu à quelque chose en ligne. Bah, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est plus ou moins? Ça dépend si dans un endroit il y a plus de micros ou de nano. Enfin, c'est un peu comme dire est-ce que le mercure est plus toxique que le plomb? J'ai pas la réponse. Enfin, ça dépend de s'il y a beaucoup de nano, s'il y a beaucoup de micros, si le nano il est dans le sédiment ou dans la colonne d'eau. Donc on ne sait pas trop pour l'instant. On sait que les données préliminaires nous montrent que le nanoplastique tout seul n'est pas dangereux et que ce que montré Ika, c'est très pertinent, c'est que c'est un transporteur de contaminants. Et comme il est petit, il a une grande surface, il diffuse beaucoup, donc il est plus accessible. Il peut traverser les barrières écologiques. Donc, tout pense à croire que ça peut être qui peut être très dangereux. Après, voilà, pour l'instant, on commence juste à le caractériser dans l'environnement. Donc, j'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Ouais, moi je vais compléter. Effectivement, ça dépend de ce qui est disponible dans l'environnement. Et là, je rejoins complètement Julien sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui est le contaminant majoritaire dans l'environnement? Après, en laboratoire, on a un doctorant, un thésard qui a fini maintenant, qui a évalué la toxicité de microsphères de polystyrène en fonction de leur taille, dans des conditions très contrôlées de laboratoire. Et là, oui, en effet, on montre bien que les nanoplastiques, plus c'est petit, plus c'est toxique. Parce que plus c'est petit, plus ça va pouvoir passer les barrières biologiques et aller impacter différents organites ou cellules. Donc, dans des conditions de contrôle de laboratoire, on a bien un effet taille, mais après, tout dépend qu'est-ce qui est disponible dans l'environnement, sous quelle forme c'est disponible, avec quel contaminant c'est lié. C'est beaucoup plus complexe que juste une question de taille, effectivement. Ok, et peut-être j'enchaîne avec la question évidemment qui est posée de la toxicité sur l'homme. Et peut-être que là, Guillaume peut amener plus d'éléments de réponse, même si j'ai peur de savoir ce qu'ils sont. Merci Mathieu. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Alors bien évidemment, la question se pose, comme tu le disais, sur la toxicité pour l'homme. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches sur le sujet ont démarré dans le temps, depuis peu de temps en fait, fort des constats qui ont été faits sur les organismes marins, comme l'a très bien expliqué Ika Polpon juste avant moi, on a pu montrer et démontrer l'impact des microplastiques sur des moules, sur des huîtres, etc. Eh bien, la question s'est posée par voie de conséquence sur l'homme, en sachant que la difficulté, bien évidemment, de faire ce transfert qui n'est pas si simple, surtout que l'homme, la question c'est de savoir, les sources d'exposition sont quand même relativement différentes. On dénombre à peu près 5 sources d'exposition pour l'homme qui viennent du contact avec, par exemple, les vêtements que l'on porte, aussi l'air que l'on respire, qui peut contenir aussi des particules de plastique. On l'a vu, ça a été aussi un peu médiatisé, les cosmétiques qu'on utilise, là, qui peuvent aussi interagir. On a bien évidemment l'alimentation, puisque certains aliments peuvent être contaminés par des microplastiques. Et un autre exemple dont Fabienne Lagarde a pu exposer dans ses conclusions, c'est aussi on peut être exposé via des actes médicaux. Et là, bien évidemment, on est plutôt sur une action très positive, bien évidemment, des plastiques dans ce cas de figure-là. Donc, il faut intégrer en fait toutes ces sources et ces voies d'exposition pour savoir s'il y a un réel danger pour l'homme. Le danger n'est pas si simple, comme on l'avait vu aussi, comme Ika Polpon l'a présenté, et comme l'a souligné Julien Gigot, c'est que, en fonction des tailles et de la quantité présente, bien évidemment, plus on va vers les
petite taille, plus ces nanoplastiques peuvent aller dans notre organisme un peu plus loin. Et donc, potentiellement, je dis bien potentiellement, créer des dommages. Alors, la difficulté est bien évidemment pour faire ce transfert. Et là, je renvoie à des présentations qu'on a eues ce matin dans le cadre du JDR, puisque la thématique de la session de ce matin était justement sur l'impact sur l'homme. Et pour vous donner quelques exemples, eh bien, on a notamment, pour essayer de faire ce transfert à l'homme, c'est des études qui ont été faites sur des souris. Hein, et donc, l'idée, c'est de faire ingérer des particules de plastique via l'alimentation et voir si on observe des impacts notamment au niveau de différents endroits de l'intestin. C'est aussi essayer de voir l'impact que peut avoir ces particules de plastique sur le microbiote. Ça a été aussi évoqué juste avant. Hein, ce nouvel organe, mais cet organe composé de bactéries et qui nous permet d'être en bonne santé. Eh bien, il y a des études qui sont faites sur des selles humaines, hein, à la fois d'enfants et d'adultes, pour voir si quand on ajoute ces particules, les particules de plastique, si ça modifie eh bien, la composition en bactéries de ce microbiote. Alors, c'est vrai que c'est un vrai challenge pour les années à venir, et c'est vrai que là, je ne vais pas vous apporter vous voyez que la complexité, hein, je ne vais pas vous apporter de réponse directe toxique, pas toxique. Hein. Je pense qu'il faut être mesuré pour l'instant. Et comme je dis, c'est un vrai challenge. La seule chose que l'on peut retenir quand même, c'est qu'on a, pour l'organisme humain, une exposition qui est relativement plus importante par l'air que l'on respire, quand même que par globalement l'alimentation, la consommation d'eau, par exemple. Hein, mais le challenge est de voir la toxicité. Et pour information, des appels à projets européens ont été lancés en 2020 pour mobiliser la communauté européenne et internationale sur la toxicité de ces microplastiques vis-à-vis de l'homme, en utilisant, eh bien, j'ai cité 2 exemples d'études, mais ça peut être aussi des études faites au niveau cellulaire pour caractériser la toxicité cellulaire. Voilà, j'espère avoir été relativement concis sur une question qui n'est pas forcément, pour laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant. Et du coup, je vais en profiter pour te demander de compléter ta réponse, puisque Sylvie Delus de Santé Magazine nous demande quelle est la part des microplastiques qui se retrouvent dans l'alimentation, poissons, crustacés, et bon, quels sont les effets sur la santé. Là, tu as répondu en partie. Est-ce que tu as une idée de la part des microplastiques Alors, c'est difficile en fait. On sait, alors j'ai pas les chiffres en tête, comme je vous l'ai dit, le classement c'est l'air qui est quand même nettement devant, les produits de la mer, et ensuite on a l'eau, la consommation d'eau en bouteille. Globalement, par an, c'est à peu près 50 000 particules que l'on peut consommer de plastique. Alors faut toujours prendre ça avec mesure, hein, c'est que on ne connaît pas quand on dit 50 000 particules, ça dépend des tailles, etc. Donc c'est globalement, on a à peu près ce niveau. Donc c'est air, produits de la mer et eau. Ok, merci. Alors, on avait une question d'Isabelle Bellin, journaliste indépendante pour ICA, qui était une précision en fait sur ce que tu appelais matériaux environnementaux, au lieu de plastique modèle, pour étudier la diversité des plastiques et leur impact. Ouais, je suis allée un petit peu vite. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. Je m'excuse si j'ai pas été très claire. En fait, ce que j'entends par matériel modèle, c'est des microsphères de polystyrène modèle, donc bien calibrées, toutes de la même taille. Alors, on peut les acheter à différentes tailles. Donc, c'est des matériaux modèles qui nous permettent, nous, d'étudier la toxicité en laboratoire, de comprendre les mécanismes de toxicité. Donc, c'est des matériaux qui sont standardisés, calibrés, de composition connue, de taille connue, qui sont donc très différents de la diversité, la grande diversité des vrais microplastiques dans l'environnement, qui sont composés de fragments, de fibres, de films, de granulés divers et variés, qui varient en termes de taille, de composition, de contenu en additif. Donc, alors qu'au début, on va dire dans les années 2010-2013, on a commencé avec des particules modèles bien calibrées pour comprendre la toxicité. Maintenant, depuis quelques années, vraiment, on va échantillonner des microplastiques dans l'environnement, pour faire simple. Et c'est avec ce matériel-là qu'on travaille, qui est beaucoup moins caractérisé parce que beaucoup plus divers, mais beaucoup plus représentatif environnementalement parlant.
L'idée, c'est vraiment de fournir des données les plus robustes possibles sur les phénomènes de toxicité qu'on observe, avec du matériel le plus réaliste possible. C'est ça que j'entendais. Ok, et donc il y a plusieurs personnes également qui voudraient que tu reviennes sur la question de l'antibiorésistance, notamment Yann Verdeau des Échos et Gaël Cloarec de Zibline. Voilà, alors, effectivement, donc, les microplastiques peuvent absorber tout un tas de contaminants. Je vous ai dit hydrocarbures, pesticides, etc. Ils peuvent aussi absorber des antibiotiques. On détecte des antibiotiques à la présence des plastiques. Et on détecte aussi des bactéries sur les biofilms associés aux plastiques. Et en fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les bactéries associées aux biofilms des plastiques peuvent développer une résistance aux antibiotiques du fait de la présence d'antibiotiques ou dans l'environnement ou sur ces plastiques. Et en fait, comme les débris plastiques peuvent être transportés très très loin pendant très longtemps, on s'interroge sur le phénomène de vecteurs pour ces résistances aux antibiotiques. Peut-être un exemple pour illustrer, c'est une étude qui est allée analyser les communautés bactériennes sur un fragment de polystyrène qui a été collecté en Antarctique. Et en fait, sur les bactéries de ce fragment de polystyrène, ils ont identifié un spectre de résistance aux antibiotiques très large. Et ils étaient très étonnés parce qu'une telle résistance aux antibiotiques est normalement retrouvée dans des estuaires de milieux urbains, c'est-à-dire très anthropisés avec des stations d'épuration et donc des relargages d'antibiotiques. C'est pas du tout des patterns qui sont retrouvés dans des communautés bactériennes qui vivent loin de l'activité humaine. Donc en fait, depuis ces études-là, il y a plusieurs papiers qui s'intéressent à l'apparition de ces phénomènes de résistance aux antibiotiques dans le biofilm associé au plastique et comment ça peut être transféré à d'autres communautés bactériennes qui normalement ne font pas face aux antibiotiques et ne devraient pas acquérir ce type de résistance. J'espère que j'ai clarifié, sinon n'hésitez pas à revenir dessus en question. C'est clair, c'est bien. Merci. Alors, on a aussi beaucoup de questions sur les polymères biodégradables, donc ça va peut-être plutôt s'adresser à Stéphane. Alors, notamment une question de Déborah Garcia de Radio Campus Montpellier qui demande comment on évalue le temps et le pourcentage de dégradation pour les différents plastiques, notamment ceux que tu as montrés sur le graphique avec les nouveaux matériaux. Oui, alors le temps, c'est évalué selon une procédure qui est normée, où on mesure en fait le taux de dioxyde de carbone libéré au cours de la dégradation. Parce que les plastiques biodégradables, in fine, pour qu'ils soient considérés comme biodégradables, il faut qu'ils libèrent un mélange d'eau et de dioxyde de carbone, donc de CO2. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est ce mélange eau plus dioxyde de carbone qui est réutilisé via le phénomène de la photosynthèse pour contribuer au développement d'une nouvelle biomasse. Donc, on est sur un cycle du carbone qui tourne en permanence et qui ne consomme pas de carbone. Donc, on mesure, en fait, par des analyses chimiques, c'est des mesures qui sont assez simples, hein, mais en fait, on va capter le CO2 dégagé au cours de la biodégradation et on va remonter, effectivement, à la quantité de polymère ou de plastique qui s'est biodégradé. Et donc, on va faire des prélèvements réguliers jusqu'à pouvoir tracer ces courbes-là. Et il y a des seuils dans les normes, il y a des seuils à passer pour effectivement considérer que le plastique est biodégradable dans les conditions effectivement énoncées par la norme. Ok, et du coup, on a aussi d'autres questions sur ces normes et sur ces… Alors, je revois juste sur la partie biodégradable, ce qu'il faut bien dire, je l'ai déjà dit pendant l'exposé, mais c'est que à chaque norme est associé un milieu. Donc, il y a le milieu marin, il y a le milieu compost industriel, il y a le compost domestique, il y a le milieu eau liquide, donc il y a une multitude de milieux différents. Et l'idéal, en fait, quand un industriel, par exemple, veut faire certifier conforme son plastique comme étant biodégradable, en général, il essaie de choisir la norme qui correspond le mieux à la fin de vie supposée de son objet plastique. Oui, et donc justement, du coup, on a une précision, on nous demande une précision s'il existe pardon, c'est une question de Cécile Dumas de Look at Science. Si il existe des plastiques dits biodégradables qui produisent en fait des microplastiques ou nanoplastiques, notamment en milieu aquatique. Et quel est le résultat attendu d'une vraie biodégradation? Donc, tu as répondu en partie. Ouais, alors pour le résultat, j'ai répondu. Après, oui, c'est une question qui revient souvent et une question qui est très juste d'ailleurs. Hein.
et j'y réponds souvent par une espèce de boutade en disant que nous, les chimistes qui développons des polymères biodégradables, on n'est pas des magiciens. On n'est pas des magiciens, on ne sait pas faire disparaître un objet en plastique biodégradable en claquant des doigts. Donc, en revanche, oui, effectivement, on passe par un stade de fragmentation où on va générer des microplastiques, sûrement des nanoplastiques, mais l'intérêt dans ce processus-là, c'est qu'on est sur des processus qui sont très rapides. Donc, on a des durées de persistance qui vont être beaucoup plus courtes. Ika a parlé tout à l'heure de quelques décennies, voire plus, pour la durée de persistance de microplastiques. Mais là, on est sur une échelle qui se chiffre en jours ou en semaines. Donc, on n'est pas du tout sur la même durée de persistance et on peut espérer qu'à terme, effectivement, les effets d'accumulation que l'on observe pour les plastiques soient drastiquement réduits. Donc, oui, il y a un processus de fragmentation progressif en taille jusqu'à libérer ce fameux dioxyde de carbone. Oui, c'est important. Je rajouterai en plus avec ce que tu as, quand je reviendrai sur le fait que tu as parlé du milieu dans lequel la biodégradation se produit, et c'est vraiment important de comprendre que les normes vont être associées à un milieu et qu'il y a beaucoup de questions qui se posent encore sur qu'est-ce qui se passe si le matériau biodégradable va s'échapper de ce milieu et éventuellement aller dans des milieux qui sont moins favorables à la biodégradation. Donc, c'est quelque chose qui est regardé effectivement par les scientifiques et les industriels parce que ça peut poser des questions en question de ces micro et nanoplastiques, quoi, notamment. Alors, j'avais encore des questions pour toi. Je vais essayer de t'en louper. Ah oui, là, est-ce que dans les bioplastiques biosourcés biodégradables, la question des additifs toxiques existe? C'est une question de Noriko Agnew d'Alterna. Alors, non, alors, quand on formule effectivement un plastique biosourcé et biodégradable, on essaie alors soit de le formuler sans additifs, soit on essaie de choisir des additifs évidemment à la fois biosourcés et biodégradables. Donc, on évite de rajouter des additifs qui soient potentiellement toxiques dans une matrice qui, a priori, ne l'est pas. Donc, tout ça, c'est quand même réfléchi au cours de la formulation où on essaie de sélectionner les additifs qui soient les plus adaptés, évidemment, avec la matrice, donc le polymère avec lequel on essaie de le mélanger. Aujourd'hui, on trouve commercialement, ça se trouve assez facilement, des additifs biosourcés et biodégradables. Ce qui pose le problème, je dirais, aujourd'hui, c'est plus effectivement l'obtention du polymère biosourcé et biodégradable que réellement le choix et la sélection des additifs biosourcés et biodégradables aussi, quoi. Et questions qui sont un peu plus en… Et puis de toute façon, je reviens juste, je te coupe, Mathieu, mais dans les tests de biodégradation, il est aussi vérifié l'écotoxicité des produits de dégradation. Donc, si le matériau passe une norme et peut être certifié comme étant biodégradable, ça sous-entend aussi qu'il n'a pas d'effet écotoxique au cours de sa dégradation. Donc, il ne libère pas de substances effectivement qui sont potentiellement dangereuses pour l'environnement, voire la santé humaine. Alors, du coup, il y a des questions, bien sûr, en rapport avec ces matériaux biodégradables et la société. Et donc, tu peux peut-être aussi donner ton opinion là-dessus, et peut-être Fabienne pourra rajouter un mot, à savoir notamment, est-ce que les plastiques biosourcés et biodégradables sont suffisamment bien référencés pour les consommateurs ? Et est-ce que les industriels sont sensibilisés et ou obligés de changer par des législations? C'est une question de Lisa Marie-Madeleine d'Ouest France. Alors, je vais commencer par la deuxième question. J'avais vu effectivement la question dans le chat. Je dirais les deux. Les deux, oui, bien sûr que la législation force aussi, que ce soit les universitaires ou les industriels, à réfléchir à de nouveaux modes, à de nouveaux modèles, à des innovations. Bien sûr que je pense que la législation est un facteur très favorable justement pour pousser chacun à s'interroger justement sur les process et les matières qu'il peut développer. Bon, après, voilà, c'est vrai, on jette beaucoup la pierre aux industriels de manière générale. Bon, moi j'ai la chance d'avoir pas mal de projets avec un certain nombre de partenaires. Beaucoup, y compris les industriels de l'emballage, sont quand même engagés dans des démarches, dans des réflexions sur leur politique emballage. Alors parfois, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a derrière toute politique ou toute évolution de politique pour un de l'emballage ou n'importe quel plasturgiste, ça aussi impacte des coûts, des changements de process, d'acquisition de nouvelles compétences, voire de nouveaux matériels. Donc derrière, il y a aussi toute une lourdeur logistique qui fait que c'est pas forcément facile du jour au lendemain pour un industriel de switcher d'un polystyrène, par exemple, classique vers un PHA au hasard, quoi. Donc voilà, c'est pour ça souvent les phénomènes sont relativement lents.
Parce que derrière, il y a aussi des investissements parfois qui peuvent être lourds économiquement et puis en termes humains, en termes de compétences. Mais oui, de manière générale, je crois pouvoir dire que quasiment presque tous les industriels sont quand même engagés dans des réflexions, on va dire, autour de leur manière de produire de manière générale et, comme disait Fabien en conclusion, sur la manière de concevoir une matière plastique aujourd'hui et demain. Et la première question, c'était effectivement si les bioplastiques étaient suffisamment bien référencés. Ben, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le problème pour tous les plastiques de manière générale. Bon, la société différencie difficilement les plastiques, un polyéthylène, un polystyrène, un PVC, tout le monde parle de plastique de manière générale. J'ai souvent l'occasion de dire, on met souvent les plastiques dans le même sac. Or, chaque plastique a ses spécificités, quoi. Donc, le manque de référencement pour les bioplastiques l'est aussi pour les plastiques. Alors, c'est vrai que pour les non-initiés, c'est pas simple, mais pour ceux qui sont un peu sensibilisés, il y a quand même des logos qui sont frappés à chaque objet plastique avec un acronyme, voire parfois un numéro, voire effectivement un logo issu d'une norme qui est apposée. Mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, ça suppose, on va dire, une certaine expertise pour arriver à déceler un plastique traditionnel d'un plastique biodégradable, par exemple, parce que c'est vrai qu'en termes d'aspect, souvent, il n'y a pas de différence entre un plastique tel qu'un PHA ou un polystyrène, par exemple, visuellement, à moins d'avoir effectivement un toucher qui permette de le faire, mais aujourd'hui, il n'y a pas de différence, quoi. Donc, oui, c'est compliqué, mais c'est aussi pour ça que le GDR, les ONG, les médias ont aussi un rôle à jouer dans l'information, dans la sensibilisation, dans la communication, pour, de manière générale, alerter tout le monde. Ok, merci. François, je crois que tu vas devoir partir bientôt et tu voulais répondre à quelques questions qui te semblaient directes ou auxquelles tu pouvais directement répondre. Oui, tu as eu le temps de voir. oui, merci. En fait, j'essaye de répondre directement dans le chat. J'ai encore un quart d'heure, donc il n'y a pas de problème. Peut-être répondre sur l'Anthropocène à M. Yann Verdeau, savoir si les plastiques sont des marqueurs de l'Anthropocène. Ils peuvent l'être. Le problème, c'est qu'en fait, leur comportement dans le milieu naturel est très divers selon leur nature, et donc certains vont perdurer pour très longtemps, et ça servira de marqueur justement de la période humaine, si j'ose dire, un petit peu comme les amphores, comment dire, sont caractéristiques de la période romaine. Mais par contre, certains vont disparaître probablement assez rapidement, d'abord en micro, puis en nano, puis en monomère, et donc à ce moment-là, ça ne marchera pas. Donc c'est quelque chose qui mérite question, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment les éléments de réponse, quoi. Ok, merci. Alors, je vais essayer de reprendre le fil. Désolé, hein, il y a beaucoup de questions. Évidemment, j'essaie de ne pas en louper. Alors, une question de Marie Astier, de reporter pour Julien Gigot, peut-être, qui demande simplement depuis quand on s'intéresse aux nanoplastiques. Depuis 2015, voilà, il y a eu Fabienne qui a commencé avec l'ANR, après il y a eu l'ANR Pepsi, et il y a eu après plusieurs projets qui sont arrivés en France. Dans le monde, ça a commencé en 2000. Christophe a commencé en Allemagne en 2015 aussi à montrer qu'avec on pouvait dégrader du plastique à partir des petits cups en café. Donc c'était assez intéressant. Et après, après ça commence à monter depuis quelques années. Après, il y a un petit amalgame qui se fait entre des nanoparticules et des nanoplastiques. Donc ça amène pas mal de flou sur la définition du nanoplastique. Donc j'ai un avis assez tranché là-dessus, mais je le garderai pour moi. Mais voilà, ça démarre lentement parce qu'on est quand même limité en termes de technologie analytique pour les caractériser. Donc ça reste un objet un peu à part, voilà, des microplastiques. Mais bon, j'ai bon espoir que ça avance dans les prochaines années. Ok. Alors, une question de nouveau sur le... Alors, peut-être qu'il s'adresse plutôt à Ika, qui est de Yann Verdeau, des Échos, qui demande si on peut revenir sur le lien entre la problématique du transport d'espèces via les micro et nanoplastiques et celle de la plastisphère. Est-ce que la plastisphère joue un rôle dans le transport d'espèces, en fait? Est-ce que tu peux le repréciser?
Tout à fait. En fait, la plastisphère, c'est tous les organismes qui vont coloniser les plastiques. On a trouvé ce nouveau mot, comme biosphère représente les organismes qui vivent dans l'écosystème sur la Terre. Et ben, la plastisphère représente tous les organismes qui vont vivre sur les plastiques. Donc oui, c'est le transport de la plastisphère qui pose question. C'est le transport de toutes ces espèces qui vivent sur le plastique qui interroge sur l'équilibre des écosystèmes. Un exemple pour illustrer. En 2011, il y a eu le tsunami au Japon. 6 ans après, les chercheurs américains ont détecté quasiment 300 nouvelles espèces sur les côtes ouest américaines. C'était des invertébrés, quasiment totalement. Et tous ces 289 nouvelles espèces répertoriées sur les côtes ouest américaines avaient été amenées via les débris plastiques issus du tsunami et donc avaient traversé l'océan Pacifique. Donc en fait, on s'interroge sur le transfert d'espèces via les débris plastiques, parce que si de nouvelles espèces arrivent dans des écosystèmes où elles n'étaient pas là avant, elles entrent en compétition avec les espèces présentes, les espèces indigènes, et elles peuvent même devenir invasives dans certains cas. Donc effectivement, ce sont tout ce qui est transporté par les plastiques nous interroge, à la fois en termes d'équilibre de l'écosystème, donc transport d'espèces invasives, mais aussi de nuisibles, c'est-à-dire des algues toxiques ou alors des espèces qui sont responsables de maladies. J'espère avoir clarifié la question. Je suis passée assez vite sur ça, je m'excuse encore. Merci, Ika. Il y a d'autres questions qui vont être adressées, mais comme François a un temps limité, j'ai une question qui s'adresse directement à lui, je pense, qui va pouvoir nous donner les chiffres précis. Une question de Marie Astier, de Reporter, qui demande quelle quantité de plastique est consommée chaque année dans le monde, ou en UE, et en UE peut-être, et si on sait si les mesures de suppression du plastique à usage unique ont eu un effet et permettent de diminuer la consommation. Alors, on arrive cette année à 400 millions, on va arriver cette année ou l'année prochaine à 400 millions de tonnes par an, 400 millions de tonnes par an, et ça n'arrêtera pas, c'est-à-dire que ça va continuer à augmenter de manière exponentielle parce qu'il y a quand même un intérêt au plastique. Il y a quand même des ailes d'avion, comment dire, de composites faits de polymères qui permettent d'éviter des émissions, c'est intéressant. C'est pareil pour les voitures. En chirurgie, on utilise des plastiques qui sont importants. C'est vrai qu'il y a un problème, c'est la fin de vie du plastique qu'on ne sait pas très, très, très bien gérer. Donc, il y a tout un ensemble de solutions qui ont été proposées et qui le seront peut-être dans l'avenir également. Et c'est là-dessus qu'on doit faire l'effort. Les interdictions qui ont été proposées par la Commission européenne, qui sont en train de se généraliser, je rappelle qu'une convention qui est en cours de discussion pour arriver à un accord de tous les pays dans le monde pour limiter la production plastique et l'utilisation des plastiques à usage unique. Les mesures sont trop récentes pour qu'on commence à voir, comment dire, les choses. Ce qui est sûr, c'est que dans le temps, en l'espace de 30 ans, on a vu baisser, par exemple, en milieu marin, les pneus qui, quand j'étais plus jeune, se trouvaient sur les plages, sur les petits fonds et autres, simplement parce qu'il y a eu une mise en place de filières de recyclage ou de traitement. Et donc, techniquement, c'est possible. On n'a pas encore de recul sur les plastiques à usage unique, mais vraisemblablement, dans quelques années ou quelques dizaines d'années, on devrait voir quand même leur quantité baisser. Si je peux compléter ta réponse, François, tu sais, il y avait l'étude du CEFAS aussi en Angleterre qui avait vu une diminution des sacs plastiques au cours des décennies suite à l'interdiction de sacs plastiques à usage unique dans les supermarchés. Et donc, ils étaient revenus sur des échantillonnages. Peut-être tu peux en dire 2 mots ? Alors, en fait, ce sont des travaux qui sont sur une durée très, très limitée. On n'a pas vraiment dans la durée. Et je pense que c'est variable à cause des courants, en fait. Toutes les mesures de surveillance qui ont été faites, j'ai donné d'ailleurs le lien dans le chat, toutes les mesures de surveillance et dans la durée montrent que dans la plupart des cas, on n'a quasiment pas de changement, en tout cas pas de baisse. Et c'est des mesures récentes qui devraient pouvoir faire baisser les choses. Le problème, c'est que dans les fonds marins, ils se dégradent très, très peu. D'abord, il y a moins d'oxygène, il n'y a pas de lumière du tout. Et donc, du coup, ils y sont pour beaucoup plus longtemps. Et avant de voir des effets sur le fond marin, il faudra beaucoup plus de temps que dans l'air, sur les plages ou des choses comme ça. Donc, c'est des problèmes, comment dire, des contraintes scientifiques et techniques qui font qu'on ne verra pas tout de suite, mais de toute façon, ce sont probablement les meilleures mesures, quoi. Ok, on nous demande, je ne sais plus d'où vient la question, mais tant qu'on y est sur les tendances et les chiffres, est-ce qu'il y a une augmentation des déchets plastiques au fil des années? Bon, je crois que tu peux répondre. Alors en fait, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'augmentation, curieusement. Tous les modèles, toutes les publications dans les plus grandes revues sur les apports du continent
donc c'est les travaux au niveau des rivières et autres, montrent systématiquement ça augmente. Mais par contre, les mesures qui sont faites directement en mer montrent que ça n'augmente pas, excepté les zones les plus lointaines. Donc en Arctique, en Antarctique par exemple, les plus profondes, où là il y a vraiment une augmentation significative. Et donc ce qui se passe, c'est que ceux qui arrivent dans les zones les plus urbanisées, vraisemblablement il y a un système qui fait qu'ils sont transportés vers les zones les moins touchées, où là ça va s'équilibrer avec le temps. Et tant que c'est pas au maximum, comment dire, ça va continuer à augmenter dans ces zones-là, alors que dans nos régions, finalement, les mesures qu'on a en mer, on a le recul. Hein. On a énormément de travail qui est fait comme ça en surveillance depuis des dizaines d'années, et typiquement, il y a très très peu d'augmentation visible. Alors, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que, comme on a découvert les zones d'accumulation, les zones de convergence océanique, il peut y avoir très loin et très profond des zones où il y a une accumulation assez forte. Je vous ai montré les images tout à l'heure simplement le long des rives de la Méditerranée. C'est très possible que dans d'autres régions du monde, bon, je sais que ça existe en Chine, j'ai déjà vu des images équivalentes, si vous voulez, et je sais que vraisemblablement, il y a d'autres régions du monde où on peut découvrir des zones de très très forte accumulation. Ok, et toujours, évidemment, la question a été posée plusieurs fois, donc peut-être que tu peux en dire un mot et peut-être que Fabienne aussi, la question de l'impact de la crise du Covid. Alors, ouais. Alors, sur la partie marine, en fait, hein, parce que je pense que Fabienne pourra répondre sur la partie, sur les, comment dire, tous les problèmes sociologiques autour de la pandémie et de l'utilisation des polymères et politiques. Sur la partie marine, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, on a vu une accumulation très rapidement sur le littoral, plutôt dans les zones urbaines de masques. Très rapidement, ça a changé parce que les gens ont pris conscience. Il y a eu des nettoyages dans les ports qui ont été faits qui étaient assez spectaculaires sur les quantités de masques ou de gants qu'on pouvait retrouver. Sur les suivis qu'on fait en mer, nous, on n'a rien encore, on n'a pas sur les fonds. Il y a eu au niveau des sorties de stations d'épuration quelques images qui ont montré qu'il y avait effectivement, comment dire, des plastiques qui étaient à usage sanitaire liés à la pandémie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la quantité produite est énorme. Je crois qu'en quantité de plastique, ça représente une augmentation très, très, très importante. Mais par contre, en mer, il y a des zones où il n'y a plus eu de paquebots, par exemple, il n'y a plus eu de pêche, il n'y a plus eu à cause de la pandémie. Et donc, localement, pendant plusieurs semaines, les apports ont été très, très limités. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'ils y sont ou ils n'y sont pas. On n'a pas encore sur les fonds, on n'a pas beaucoup d'informations sur leur présence. On sait que les apports de plastique ont été limités en milieu marin à cause de la pandémie. Fabienne va compléter sur la partie, je pense, politique, je dirais. Non, c'est vrai que on voit bien qu'il y a eu une augmentation effectivement de certains plastiques, on va dire. Hein. Si on prend les masques à usage unique, les gens ne le savent pas d'ailleurs souvent, mais c'est du plastique. Enfin, ce qu'on appelle du plastique, hein, c'est du polypropylène pour la plupart, qui est donc non biodégradable. On a beaucoup de retours de villes, de municipalités qui nous font remonter le fait qu'effectivement, on voit plus de déchets depuis la pandémie, hein, notamment des masques, et que ça demande un peu plus de travail de nettoyage et de collecte. Et c'est vrai que la production de plastique n'a probablement pas beaucoup subi, en tout cas tout ce qui est plastique sanitaire se porte relativement bien depuis le début de la crise. Nous, en Europe, ça n'a pas retardé les interdictions. Il faut savoir qu'aux États-Unis, justement, puisqu'on commence à travailler avec eux, par exemple, ça a retardé, stoppé les interdictions, par exemple, de plastique à usage unique. Ça fait partie des grosses différences d'approche entre nos deux continents. Maintenant, pour voir un impact, on est encore dans la crise. Donc, on voit bien que ça modifie un peu l'image des plastiques. On est en train de l'étudier, mais je n'ai pas encore de résultats vraiment plus importants que ça à donner pour l'instant. C'est ce qu'on essaie de savoir et d'ici l'été, on espère avoir des données plus importantes. Il faut peut-être ajouter quand même qu'il n'y a pas d'interdiction sur les plastiques à usage unique, à usage sanitaire, pour l'instant. Il était question de l'instituer en Europe, mais en fait, ça a été supprimé justement parce que la pandémie est arrivée et donc il n'y a aucune interdiction. On est libre d'utiliser ce type de plastique à usage unique. Mais nous, on a maintenu l'interdiction sur les autres, alors que les États-Unis ont stoppé, eux, toutes les interdictions. Absolument. Qui étaient… si je puis me permettre, je trouve que la crise sanitaire, ça a été aussi une opportunité pour que le grand public se rende compte de l'utilité des plastiques et qu'ils comprennent effectivement pourquoi on a été amené à en développer autant. D'abord parce qu'ils nous protègent, les plastiques. Donc, ça fait pas forcément, c'est pas forcément bien de dire ça aujourd'hui, quoi, mais il faut quand même se rappeler pourquoi on les a autant développés aujourd'hui. Et que depuis un an, on est bien content d'avoir tous ces plastiques-là pour nous protéger à travers des vitres de protection, des masques, des blouses, des chasubles, n'importe quel emballage.
Alors, bien sûr qu'il faut contrôler cet usage-là, mais il ne faut pas perdre de vue que ces plastiques-là restent indispensables et qu'il faut, à mon sens, éviter de pratiquer le plastic bashing, un peu trop couramment pratiqué, et faire preuve de discernement, et donc de continuer à essayer, c'est un peu le sens aussi de la conclusion de Fabienne, hein, sur laquelle j'appuie, quoi, et essayer de faire du cas par cas et de raisonner effectivement au regard d'un usage et d'une fin d'usage, et de choisir effectivement la solution qui paraît la plus adaptée. Ok, bah, je pense que je rebondis un peu, peut-être pour une question pour Fabienne et Pascal, sur de Gaël Cloarec de Yvelines, qui a remarqué que des sociologues faisaient partie du groupe de travail et qui demande sur quoi porte leur recherche. Je ne sais pas, Pascal, si tu veux en dire un mot, ou Fabienne. Oui, en effet, nous avons quelques sociologues dans le réseau. Ils sont peu nombreux à travailler sur cette thématique. Alors, c'est toujours très difficile de parler du travail de collègues, surtout dans un domaine dont on n'est pas du tout spécialiste. Je peux vous citer par exemple une étude qui vient du CEARC, qui est à l'Université de Versailles, Paris-Saclay, de Mathéo Cordier, et leur recherche porte, ils essaient de comprendre comment le système socio-économique produit, consomme et rejette des produits plastiques dans les écosystèmes. Ça, c'est le contexte général. Un des résultats qu'ils mentionnent récemment, puisqu'on leur a demandé, on maintient une veille de tous les résultats des équipes du GDR. Leur conclusion, c'est que les solutions technologiques à la contamination plastique des océans ne seront pas suffisantes. Un panel diversifié de solutions est nécessaire, tant en amont du socio-écosystème, solutions préventives visant à éviter ou à réduire la production de déchets, qu'en aval, système de gestion des déchets, etc. Et en fait, ils ont fait des études où ils regardent l'impact de la lutte anticorruption et de l'éducation sur la réduction de la production de déchets plastiques dans le monde. Donc, je vous réfère à eux si vous voulez avoir plus de précisions, effectivement, sur ces travaux que personnellement, je trouve très intéressants. Ok, merci. Alors, on va revenir un petit peu sur des questions sur les nanoplastiques et les micros. Donc, peut-être pour Julien, pour la première, j'ai vu une autre question qui s'est rapportée un peu. Ouais, non, ce n'est pas tout à fait la même, mais on va poser les deux dans la foulée. Alors, une question d'Alexandre Couteau d'Industrie et Technologie Magazine qui fait remarquer que les procédés de recyclage dits mécaniques sont les plus répandus et qui consistent à broyer des déchets plastiques et qui demande si ce n'est pas une source de micro et de nanodéchets en cas de fuite. Est-ce que tu veux dire un mot, Julien? Oui, ça l'est. Hein. Oui. Tout ce qui est dégradation mécanique, c'est ce qui permet c'est un des processus physiques qui permet de dégrader le plus des plastiques en micro, c'est sûr, ça se voit, et en nano également, c'est ce qu'on utilise aussi en laboratoire des fois pour en produire. Donc oui, la réponse est oui. Et du coup, j'ai vu aussi une question sur les bouts d'épandage d'Olivier Voiseux qui demande si les bouts d'épandage sont contaminés au micro et nanoplastique. Donc, je crois qu'on... Pour le micro, on a un projet européen avec des Norvégiens, Sud-Africains et Chypriotes, et qui porte sur les bouts d'épandage et les stations de traitement des eaux usées. Et on s'est rendu compte que oui, que dans les bouts qui étaient répandus sur les différents champs ou systèmes terrestres, il y avait une forte présence de nanoparticules de plastique, et naturellement des micros parce que du coup ça va de pair. Donc on est en train de publier ce travail. Donc la réponse est oui, encore une fois. Comme on dit, hein, dans tous les compartiments, on a cherché. C'est dur de trouver un blanc, hein. C'est dur de trouver un système blanc. Donc peut-être on ira sur la Lune, mais apparemment il y a aussi des débris dessus, donc je sais pas si on va trouver un système vierge, mais Il y a beaucoup de débris dans l'espace.
Donc, une chance que... Alors, quelques questions, peut-être plus pour Rika et Guillaume, que j'avais vu également, alors d'Olivier Boiseux, toujours sur la protection des élevages ostréicoles et mytilicoles, pardon. Comment les protéger? Rika, si tu veux dire un mot, peut-être. Alors, comment les protéger en évitant que les plastiques finissent dans la mer? Je vois que ça. En fait, non, ce sont des organismes filtreurs qui ont besoin de filtrer de très grandes quantités d'eau pour se nourrir, pour respirer et pour se nourrir. Donc, ils vont vraiment être le reflet de la qualité de l'eau environnante et on ne peut pas faire grand-chose pour les protéger des microplastiques. Et de plus, les structures ostréicoles et aquacoles sont souvent faites de plastique elles-mêmes. On a un projet qui se termine en Polynésie française où on a un étudiant en thèse qui a étudié l'impact de la perliculture sur l'huître perlière dans les lagons perlicoles, puisque la perliculture est elle-même génératrice de beaucoup de déchets plastiques qui peuvent aussi impacter la perle. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ce qu'on peut dire, c'est que la filière de aquacole et ostréicole est assez concernée par ces problématiques-là de gestion des infrastructures plastiques. Qu'il y a des études qui sont en cours là-dessus, et notamment dans les pertuis charentais, et que pour des aspects de protection, non, ils vont être vraiment le reflet de leur milieu environnant. Donc plus l'estuaire ou le milieu côtier sera indemne de contaminants, mieux nos organismes filtreurs se porteront. Je peux peut-être apporter un petit complément sur plus spécifiquement sur les moules, hein, puisqu'on a les consommateurs ont accès à deux types de produits. Le premier, c'est celui que, eh bien, vous et moi, on a la possibilité de ramasser sur des zones où il y a d'accès de moules. Donc, on va collecter directement les moules et on les consomme directement. Des moules que l'on va trouver dans le commerce qui subissent une étape d'épuration ou de purification, entre guillemets. Donc, ils sont mis pendant un certain temps dans des bassins où là l'eau est renouvelée. Alors l'objectif initial n'était pas bien évidemment, puisque la réglementation est là depuis de longues années, n'était pas en regard du microplastique, c'était plutôt pour la contamination bactérienne, les virus, etc. Donc c'était plutôt pour favoriser l'élimination des bactéries. Mais on s'est rendu compte que ce passage en d'épuration avant la vente commerciale permettait d'avoir un abattement de la contamination par les microplastiques. Alors, il y a des études qui sont actuellement en cours, donc je n'ai pas de données d'abattement à vous donner, mais voilà, sachez comme l'a dit Ika, c'est vrai que l'idée est soit en amont d'en avoir un peu moins, soit d'essayer en aval de les éliminer et de travailler en tous les cas avec les professionnels pour essayer d'optimiser toutes ces étapes. Et là, celle dont je parlais plus particulièrement, donc l'étape de d'épuration en optimisant les temps de passage dans ces bassins. Ok, merci. Alors, on me signale qu'on va devoir bientôt s'arrêter. François Galgani a déjà dû nous quitter parce que malheureusement, il avait d'autres réunions auxquelles il devait participer. Donc, juste peut-être encore une ou deux questions. Et puis, on pourra répondre aux autres questions par mail. En fait, vous aurez les contacts si vous avez des questions spécifiques. Du coup, peut-être Guillaume, une question encore sur la bioaccumulation du plastique dans la chair des poissons. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est une question de Anne-Laure Barral de France Info. Ou pour Ika d'ailleurs, hein, ça marche aussi. Et est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusqu'à des recommandations de ne pas consommer certains produits de la mer en raison de cette accumulation? Ika? J'étais en train de répondre à une question dans le chat, donc alors, je peux commencer si tu veux me la réexpliquer. Comme vous l'avez, il y a deux choses. Hein, c'est que on parlait d'organismes filtreurs. Il faut considérer deux aliments dans les produits de la mer, deux familles. Comme les organismes filtreurs, si je prends l'exemple des moules, ce sont des aliments que l'on consomme entiers. Donc, on va consommer l'ensemble du système digestif. Et là, pour le coup, tout ce qui rentre ou ce qui va être consommé par chacun d'entre nous, des poissons, ou les poissons là, toute la partie digestive, on ne la consomme pas, ce sont des cas très très particuliers, on ne va consommer que le filet.
Alors la question d'avoir des microplastiques dans les filets, c'est une vraie question qu'on s'est posée depuis quelques années. C'est le mécanisme, vous avez entendu parler depuis tout à l'heure, de translocation. La translocation, c'est la possibilité de particules de plastique, mais de très petite taille, comme tout à l'heure on parlait des nanoplastiques, qui réussissent à passer du système digestif via le système circulatoire dans les différents organes et pourquoi pas dans le muscle. Eh bien, donc, cette question des microplastiques, et ce qu'il faut savoir sur les muscles de poisson, ne semble pas, au jour d'aujourd'hui, être un danger pour les particules les plus grosses. Alors, pour l'instant, on a encore des difficultés à aller doser les nanoplastiques dans les filets de poisson. Je pense que Julien Gigot ne contredira pas sur ce point-là. Donc, des études sont en cours pour descendre sur des méthodes qui puissent caractériser des tout petits microplastiques, voire des nanoplastiques, pour voir si on les retrouve dans le muscle que l'on consomme dans le filet. Et pour l'instant, c'est vrai qu'en dehors d'une contamination que je qualifierais exogène, c'est-à-dire que au moment de la transformation du produit dans la filière, au moment où la cuisinière va préparer son plat, il était montré que le moment de préparation des aliments était aussi source de contamination. Je l'ai souligné tout à l'heure. La contamination aérienne par les fibres, notamment, ou des toutes petites particules, peut être relativement importante. Et donc, cet ajout-là est beaucoup plus important que celui qui pourrait être potentiellement présent dans le poisson. Donc, il faut continuer à consommer du poisson et suivre les recommandations, excusez-moi les petits clins d'œil, mais les recommandations qui sont formulées par l'ANSES. Ah, je n'entends plus, Mathieu. Je ne t'entends plus. Je ne t'entends. Le micro était désactivé, c'est mieux. Et donc, on va peut-être finir par une dernière question. Peut-être la question un peu baroque, je reprends les termes, à savoir, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour les plastiques marins, donc cette question est posée par Olivier Guichardas, pardon. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour les plastiques marins finalement qu'on les laisse, de souhaiter qu'ils coulent, puisque dans ce cas-là, ça pourrait limiter leur fragmentation en micro et nanoplastiques. Ils seraient juste au fond des océans. Est-ce que quelqu'un veut commenter à cette remarque un peu provocatrice, j'imagine? Moi, je commande parce qu'elle est très provocatrice. Non, la réponse est non, évidemment. C'est un peu comme l'image que François avait pendant sa présentation. On soulève le tapis, on met tout en dessous, loin des yeux, loin des cœurs. Quand on les voit plus, tout va bien. Non, évidemment que non, parce que déjà, il va y avoir un impact sur les écosystèmes profonds qui sont très riches et dont la diversité est encore peu connue et dont on tire en biotechnologie notamment, mais aussi dans plein d'autres domaines, de nombreuses connaissances, de nombreuses richesses. Donc non pour ces écosystèmes-là, évidemment. Et même s'ils ne se dégradent pas, s'ils ne se fragmentent pas en microplastiques, ou alors beaucoup plus lentement, ils vont quand même relarguer potentiellement des additifs qui peuvent contaminer au-delà des écosystèmes profonds. Donc la question était provocante on purpose, on va dire, mais non, la réponse est non. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter autre chose, Stéphane, le côté fragmentation ou quelqu'un d'autre. On ne t'entend pas, Stéphane, le micro est... Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter plus. Non, mais c'est une vraie question qui se pose. Derrière la question baroque, et de toute façon, le mieux, c'est qu'il n'arrive pas dans l'environnement, soyons clairs. Si on considère qu'il y aura toujours des fuites, aussi minimes soient-elles, le plus minime possible, c'est une vraie question qui se pose chez les gens qui travaillent sur les matériaux. Je ne sais pas, Stéphane, si tu en entends un peu parler là, dans la communauté des polyméristes, de se dire, mais justement, est-ce qu'on ne peut pas travailler aussi dans la notion de conception en pensant à la fin d'usage, à des choses qui peut-être finalement ne se fragmenteraient pas ou très peu et qui, du coup, seraient plus stables et potentiellement, du coup, plus facile au moins à récupérer avant d'arriver, par exemple, dans les fonds océaniques. C'est quand même une vraie question au niveau de la structure des matériaux qu'on commence à entendre. Ouais, c'est une manière un peu, à mon sens, de contourner le problème malgré tout, parce qu'effectivement, on peut imaginer encore et toujours des matériaux qui soient encore plus résistants avec le temps. Mais là, déjà, c'est bien déjà les plastiques. On sait qu'ils sont durables des décennies. Moi, je pense que c'est une fausse bonne solution, personnellement. Je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de réduire au maximum les fuites déjà.
et s'interroger effectivement sur la manière dont on conçoit les plastiques, dont on les utilise, dont on les traite en fin de vie, quoi. Et non pas trouver toujours effectivement des solutions qui soient assez improbables à mon sens. Et à contre-courant, on va dire, avec toutes les réflexions que chacun mène, qu'ils soient réflexions politiques, scientifiques, industrielles, je pense que voilà, quoi, je pense que c'est certainement porté par quelques lobbies, mais je ne crois pas à cette solution en tout cas. Oh, merci. Je vais peut-être repasser la parole à Alexiane. Oui, je pense que l'heure est le moment est venu de conclure, pardon, plutôt. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tout le monde qui nous écoute pour vos questions. Merci à Véronique pour l'organisation de cette conférence de presse. Le replay de cette conférence de presse sera disponible en ligne sur l'espace presse du CNRS dans le courant de l'après-midi, demain matin ou plus tard. Les intervenants sont encore disponibles pour vous répondre à vos questions, donc il ne faut pas hésiter à nous demander de vous mettre en relation. Et bien sûr, on vous enverra également les slides des présentations tout à l'heure. Merci à tous, bonne fin de journée et puis bonne journée du GDR à vous tous. Véronique, tu peux couper quand tu veux. Merci beaucoup. Au revoir.